Que diable fais-tu dans mon lit? La voix d'Edward Hawthorne brisa le silence comme un marteau contre du verre. Il se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre principale, sa silhouette élancée, rigide de colère, l'incrédulité gravée dans chaque trait dur de son visage. L'eau de pluie gouttait de son manteau, mais il semblait ne pas s'en rendre compte. Toute son attention était fixée sur la femme dans son lit, Maya Williams. Elle se redressa brusquement du matelas, le cœur battant, les yeux écarquillés, non pas de culpabilité, mais de choc. Les jumeaux, Ethan et Ellie, étaient blottis de chaque côté d'elle, enfin endormis, leur visage apaisé, leur respiration profonde. L'ours en peluche dans les bras d'Ethan montait et descendait au rythme de sa poitrine. « Je peux expliquer », dit Maya doucement, essayant de ne pas réveiller les garçons. Ses mains se levèrent légèrement, calmes, ouvertes. Ils avaient peur. Ellie a commencé à pleurer, Ethan a saigné du nez. Edward ne la laissa pas finir. Sa paume s'abattit rapidement, un claquement sec résonnant contre les murs alors qu'elle frappait la joue de Maya. Elle recula en titubant, haletante, une main portée à son visage. Elle ne cria pas, ne parla même pas. Ses yeux se fixèrent sur les siens, plus stupéfaite par le coup que par la fureur. « Je me fiche de tes excuses », grogna Edward. « Tu es viré, sors de ma maison maintenant. » Elle resta immobile un instant, la main pressée contre sa joue, essayant de reprendre son souffle. Sa voix, quand elle vint, était basse, presque un murmure. Ils m'ont supplié de ne pas les laisser. Je suis restée parce qu'ils étaient enfin calmes, enfin en sécurité. J'ai dit, sors. Maya baissa les yeux vers les garçons, dormant si profondément, si paisiblement, comme si les ombres qui les hantaient s'étaient enfin dissipées. Elle se pencha doucement, embrassa le sommet de la tête d'Ellie, puis celle d'Ethan. Pas de mots, pas de cérémonie, puis elle s'éloigna du lit, chaussures à la main, et passa devant Edward sans un mot de plus. Il ne l'arrêta pas, il ne s'excusa pas. En bas, Madame Keller se tourna lorsque Maya descendit les escaliers. La marque rouge sur sa joue parlait d'elle-même. Les yeux de la femme plus âgée s'écarquillèrent de choc. Maya ne dit rien. Dehors, la pluie s'était adoucie en une bruine. Maya sortit dans l'après-midi gris, serra son manteau plus fort et commença à marcher vers la grille. À l'étage, Edward se tenait dans la chambre principale, respirant encore fort. Il regarda le lit à nouveau, la mâchoire serrée, puis quelque chose attira son attention. Le silence. Il s'approcha. Le front d'Ethan était lisse. Pas de soubresaut, pas de murmure, pas de sueur froide. Le pouce d'Ellie était dans sa bouche, mais son autre main reposait sur la couverture, toujours détendue. Il dormait, pas drogué, pas épuisé par les pleurs, juste endormi. Sa gorge se serra. 14 nounous, thérapeutes, médecins. Des heures de cris, de crises et d'anxiété. Et pourtant, Maya, cette étrangère au parler doux, avait réussi ce qu'aucun d'eux n'avait fait. Et il l'avait frappé. Il s'assit sur le bord du lit, la tête entre les mains. La honte s'infiltrait dans sa poitrine comme de l'encre dans l'eau. Sur la table de nuit, une note était pliée en deux. Il l'ouvrit. « Si tu ne peux pas rester pour eux, au moins ne repousse pas ceux qu'ils feront. » Ce n'était pas signé. Il la lut 2 fois, puis une 3e. Son reflet dans le miroir à proximité le regardait. Un homme endurci par le chagrin, noyé dans le contrôle, étouffé par le silence. Dans le couloir, Madame Keller observait. « Monsieur, dit-elle doucement, elle n'a rien touché ici. Elle les a juste amenés quand le petit a saigné du nez. » Il ne répondit pas. Elle est restée parce qu'ils l'ont demandé. C'est tout. Ils n'ont demandé ni moi, ni personne d'autre. Juste elle. Edward leva lentement les yeux, sombre d'autre chose que de la colère maintenant. Quelque chose de plus proche du regret. Dehors, la grille grinça en se refermant. Et pour la première fois depuis des mois, la maison Hawthorne était silencieuse. Pas de chagrin ni de rage, mais autre chose. La paix, celle que Maya avait laissée derrière elle. La maison était trop silencieuse. Pas le genre réconfortant, comme le murmure de la neige ou le doux froissement des pages d'un vieux livre. C'était le genre qui semblait faux, creux et inachevé, comme une question sans réponse. Edward Hawthorne était assis seul dans son bureau, un verre de scotch intact à côté de lui. La note de Maya reposait sur le bureau comme un jugement. Si tu ne peux pas rester pour eux, au moins ne repousse pas ceux qui le feront. Il l'avait lu 7 fois. Dehors, le crépuscule s'étendait sur le domaine comme une lourde couverture, et le vent pressait doucement contre les fenêtres. À l'intérieur, les jumeaux dormaient encore, insensibles à la tempête qu'ils venaient de traverser, insensibles au fait que la seule personne qu'ils avaient laissée entrer dans leur monde fragile était partie. Edward s'adossa à son fauteuil en cuir et se frotta les tempes. Sa main le picotait légèrement. Le fantôme de la gifle qu'il avait donnée était encore gravé dans sa peau.
Il ne l'avait pas prévu. Ce n'était pas ce qu'il croyait être. Et pourtant, c'était arrivé. Un moment de fureur mal jugée, né du chagrin et de 1000 échecs silencieux. Il avait frappé une femme, et pas n'importe quelle femme. Il se leva soudainement et monta à l'étage. Le couloir à l'extérieur de la chambre des garçons sentait légèrement la lavande et le coton chaud. Un petit tabouret en bois était contre le mur. Le carnet de croquis de Maya était dessus, fermé soigneusement, comme si elle l'avait laissé là exprès. Il le prit. À l'intérieur, des dessins simples, bruts, non entraînés, mais pleins de cœur. 2 garçons se tenant la main sous un arbre, une grande maison avec trop de fenêtres, une silhouette assise entre les garçons, les bras écartés comme des ailes, une courte légende en dessous. Celle qui reste. Il exhala lentement. Dans la nursery, Ellie remua. Edward jeta un coup d'œil à l'intérieur. Le garçon se retourna mais ne se réveilla pas. Pas de cauchemar, pas de larmes. Il referma la porte doucement. En bas, Madame Keller pliait des serviettes quand Edward entra dans la cuisine. Elle leva les yeux et se figea. Quelque chose dans son expression lui fit poser le linge de côté. « Elle est partie », dit-il simplement. « Je sais », répondit-elle. « J'ai fait une erreur », dit-il presque à lui-même. Madame Keller haussa les sourcils, mais sa voix resta neutre. Sans blague. Elle était dans mon lit. Elle était dans votre chambre, corrigea Keller. Parce que les garçons ne voulaient dormir nulle part ailleurs. Vous n'étiez pas là. Moi si. Je les ai entendus pleurer. Supplier pour elle. Elle les a calmés. Il serra les lèvres. Je sais ce que vous pensiez, dit-elle doucement. Mais vous ne pensiez pas. Le silence s'étira entre eux. Il regarda la chaise où Maya s'était assise pendant le déjeuner seulement la veille. Cela semblait remonter à des semaines. Je dois la retrouver, dit-il. Madame Keller n'argumenta pas. Commencez par l'adresse de retour sur sa lettre. Géorgie. Il hocha la tête, déjà en route vers le couloir. De l'autre côté de la ville, Maya était assise seule sur un banc à l'extérieur de la gare. Sa joue palpitait encore sous le froid. Elle n'avait pas pleuré, ni quand il avait crié, ni quand il l'avait frappée. Pas même quand elle était passée devant les grilles avec rien d'autre que son sac et la douleur d'un travail inachevé dans la poitrine. Mais maintenant, avec son manteau bien serré et ses doigts autour d'une tasse de café tiède de distributeur, les larmes montèrent enfin. Elle les essuya rapidement. Pas par honte, mais parce que pleurer en public était une habitude qu'elle avait passé des années à désapprendre. Une femme à proximité l'observa un moment, puis lui tendit un mouchoir sans un mot. Maya sourit en guise de remerciement et leva les yeux vers le ciel nocturne. C'était drôle, d'une manière cruelle. Elle avait survécu à bien pire qu'une gifle. Elle avait enduré l'abandon par une famille d'accueil à 11 ans, la perte de son propre fils à cause d'une maladie, s'entendre dire encore et encore qu'elle était trop douce pour gérer des cas difficiles. Mais cette maison, ces garçons, avaient touché quelque chose en elle qu'elle n'avait pas touché depuis des années. Le train arriva avec un long soupir de frein et de métal. Elle se leva lentement, incertaine de monter. Son billet était dans la poche de son manteau. Destination, Savannah. Mais son cœur était encore à l'étage d'une maison blanche à Greenwich, où 2 garçons apprenaient enfin à dormir. Elle se rassit. Le lendemain matin, Edward se tenait dans la chambre de ses fils avec un plateau de petit déjeuner. Œufs brouillés, pain grillé avec de la confiture de fraises, un petit bol de fruits coupés. Il n'avait jamais fait cela auparavant. Pas une seule fois depuis la mort de leur mère. Ellie se redressa, groggy. « Où est Maya ?» Edward hésita. Ethan se redressa aussi. « Elle est partie ?» Edward hocha la tête. « Elle a dû partir. »« Pourquoi ?» La voix d'Ellie se brisa. « Elle n'a rien fait de mal, » dit Ethan, les yeux plissés. « Elle nous a aidés. Tu as vu, on était bien. » Edward s'agenouilla près du lit, posant le plateau sur la table de nuit. « Ce n'était pas votre faute, c'était la mienne. » Ellie le regarda durement. « Tu lui as crié dessus ?» Edward ne mentit pas. « Oui. »« Tu l'as frappé ?» La voix d'Ethan était basse. La gorge d'Edward se serra. Il hocha la tête une fois. Les 2 garçons se détournèrent. Il resta là, à genoux sur le tapis, longtemps. « Je vais réparer ça, » dit-il enfin. « Je la ramènerai. » Ils ne répondirent pas, mais ils l'entendirent. Plus tard ce jour-là, Maya monta dans un bus local, pas un train, et se dirigea vers l'abri où elle avait l'habitude de faire du bénévolat. Elle avait besoin d'espace, de perspective, d'un endroit pour se rappeler que le monde était plus grand qu'une maison, même celle qui tenait son cœur. Elle donna un cours d'écriture cet après-midi-là à un groupe d'adolescentes, beaucoup d'entre elles des fugueuses. Elle leur raconta des histoires, pas sur Edward ou ses enfants, mais sur le choix de rester quand les autres s'en vont, sur la connaissance de sa propre valeur, même quand les autres ne la voient pas.
Quand elle quitta l'abri, une note était coincée dans les rayons de son vélo. Ce n'était pas d'Edward, mais elle disait « Ils t'ont demandé, tous les deux ». Maya leva les yeux vers le ciel, maintenant striés d'orange, et cette fois, elle sourit. Edward Hawthorne ne frappa pas. Il entra dans le vieux centre communautaire alors que le soleil commençait à descendre derrière les arbres, projetant de longues ombres dorées sur le sol du gymnase. Le son de ses chaussures vernies sur le linoléum semblait déplacé ici, comme un violoncelle dans un groupe de punk rock. Mais il ne broncha pas. Il balaya la pièce du regard, repérant Maya à l'autre bout, accroupie près d'un tableau blanc, effaçant des lettres maladroites d'une leçon. Autour d'elle, des adolescentes formaient un cercle lâche, riant, plaisantant. Leurs carnets étaient éparpillés sur le sol. Maya riait avec elle, sa voix plus légère qu'il ne s'en souvenait, pas exempte de douleur, mais déchargée pour un moment. Il ne réalisa pas à quel point il avait retenu son souffle jusqu'à ce qu'elle lève les yeux et le voie. Le rire s'éteignit, non pas parce qu'on l'avait ordonné, mais parce que quelque chose dans la posture de Maya changea, comme un rideau tiré en plein spectacle. Elle se leva. Il avança, les mains vides. Pas de mallette, pas de lettre d'excuse, juste le poids de ce qu'il avait fait. « Il faut que je te parle, dit-il. » Les filles le regardèrent avec méfiance, l'une d'elles se plaçant légèrement devant Maya. « Ça va ?» dit Maya doucement, et la fille se détendit. Edward jeta un coup d'œil au tableau blanc. Une seule phrase était écrite en haut. « Ta voix a de la valeur, même si elle tremble. » Il se tourna vers Maya. « Puis-je » Elle hocha la tête, le conduisant à l'extérieur, vers le banc près de l'arrêt de bus. Le même où elle s'était assise la veille, café à la main, des larmes cachées au coin des yeux. « J'ai eu tort, » dit-il immédiatement. « Je t'ai jugé, j'ai réagi sans écouter et je t'ai frappé. C'est quelque chose que je regretterai pour le reste de ma vie. » Maya ne dit rien. « Je t'ai vu dans mon espace, dans mon lit, » continua-t-il. « Et j'ai laissé la peur parler plus fort que la vérité. Ce n'était pas juste injuste, c'était cruel. »« Tu ne m'as pas cru, » dit-elle. Sa voix n'était pas en colère, juste fatiguée. « Même après que tes fils m'ont fait confiance. »« Je sais, » dit-il. Elle détourna le regard. « Tu ne peux pas revenir dans ma vie juste parce que tu as enfin réalisé que je disais la vérité. Je ne suis pas là pour laver mon nom, » dit-il. « Je suis là parce qu'ils t'ont demandé, toi. Pas une nounou, toi. » Les yeux de Maya s'adoucirent. « Comment vont-ils ?»« Silencieux, » admit-il. « Trop silencieux. » Elle hocha lentement la tête. « Ce n'est pas la paix. C'est une blessure qui se referme sans guérir. » Il baissa les yeux, les mains jointes entre ses genoux. « Je veux réparer ça. »« Tu ne peux pas réparer ça, » dit-elle. « Mais tu peux commencer par reconnaître que ce dont tes fils ont besoin, ce n'est pas du contrôle, c'est du lien. » Il exhala. « Reviens. » Elle ne répondit pas tout de suite. À la place, elle demanda « Si je dis oui, serais-je encore une employée ?» Il hésita. « Non, tu auras le titre que tu veux. Conseillère, mentor, partenaire. » Elle haussa un sourcil. « Partenaire dans leurs soins, » précisa-t-il, bien que le mot résonna plus lourdement qu'il ne l'avait prévu. Maya réfléchit. « D'accord, dit-elle. Mais j'ai des conditions. »« Bien sûr. Premièrement, pas de caméra dans les chambres des enfants. » Il cligna des yeux. « Il n'y en a pas. »« Il y en avait, dit-elle. Le mois dernier, une nounou me l'a dit. » Il fronça les sourcils. Elles étaient pour la sécurité. Elles apprennent aux enfants que l'intimité ne leur appartient pas. Il hocha la tête une fois. « Deuxièmement, continua-t-elle, ils mangent à table. Avec toi, pas de téléphone, pas d'affaires. » Il hésita mais hocha la tête à nouveau. « Troisièmement, dit-elle, on réécrit les règles de la maison ensemble avec eux. » Il la fixa. « Ils ont 5 ans, dit-il. Ce sont des personnes, répondit-elle. Il esquissa un léger sourire. « Autre chose ?» Elle prit une profonde inspiration. « Oui, la prochaine fois que tu lèves la main sur quelqu'un qui ne le mérite pas, n'importe qui, je pars et je ne reviens pas. » Son expression s'assombrit. « Compris ?» Elle se leva. « Je les verrai demain matin. » Il se leva aussi. « Veux-tu que je te raccompagne ?» Elle secoua la tête. « Je prendrai le bus. J'ai encore des choses à finir ici. » Il hocha la tête. « Maya, merci. » Elle s'arrêta. « Ne me remercie pas encore. On recommence à zéro, Monsieur Hawthorne, et cette fois, je ne marcherai pas sur des œufs. » Elle se retourna et rentra dans le bâtiment, le tableau blanc attendant son retour. Edward resta sur le trottoir, la regardant partir. Ce soir-là, il débarrassait la table lui-même. Il appela ses fils en bas. Il s'assit entre eux avec un bol de spaghettis et tenta maladroitement de raconter une histoire avant le coucher, se trompant sur les noms avec des voix trop raides. Ils rirent de lui, pas méchamment, juste honnêtement. Et dans leur lit fraîchement fait, Ethan murmura à Ellie. « Elle revient. »« Comment tu le sais ?» demanda Ellie. «
Parce qu'elle a dit au revoir, répondit Ethan, tirant la couverture sur sa tête. Personne d'autre ne le fait. Le lendemain matin, Maya revint au domaine Hawthorne. Le ciel était une douce palette de pêche et de bleu ardoise. Les oiseaux voletaient le long des cimes des arbres et la pelouse impeccablement entretenue scintillait de rosée. Elle s'arrêta un moment devant les grilles en fer avant qu'elles ne s'ouvrent, serrant les sangles de son sac en toile usé comme une armure. Tout semblait pareil, mais rien ne l'était. Le majordome Harold l'accueillit avec un clignement d'yeux stupéfait, puis s'écarta avec une légère révérence. « Mademoiselle Williams, dit-il avec une pointe de révérence. « Bienvenue. »« Merci, » répondit Maya, passant devant le hall en marbre poli, le lustre imposant, le silence qui semblait autrefois étouffant. Elle entendit des pas à l'étage, petits, rapides et désordonnés, puis un cri. « Elle est là !» Ellie dévala l'escalier en premier, les bras grands ouverts, un sourire d'une oreille à l'autre. Ethan suivit, plus lentement, mais les yeux brillants, serrant un carnet de croquis. Maya s'agenouilla juste à temps pour attraper Ellie dans ses bras. « Eh bien, bonjour !» dit-elle, riant doucement dans ses boucles. « On a fait une pancarte de bienvenue » marmonna Ethan, lui tendant le carnet. Sur la première page, un dessin maladroit la représentait avec les deux garçons et une maison surmontée d'un grand cœur. La légende disait « Tu es resté, même quand tu es parti ». La gorge de Maya se serra. « C'est magnifique, mon chéri, merci ». Des pas approchèrent derrière eux. Edward se tenait au bas de l'escalier en pull gris et jaune, bien loin de ses costumes amidonnés habituels. Il semblait être quelqu'un qui essayait, pas quelqu'un qui faisait semblant. « Le petit déjeuner est prêt, » dit-il. Maya se leva, lissant son chemisier. « Bien, parce qu'on a des règles à réécrire. » Dans la cuisine, ils se réunirent tous les quatre autour de la table. Pas de téléphone, pas de personnel, juste un bol d'œufs brouillés, du pain grillé au miel et du jus d'orange frais. Maya commença, sortant un carnet. « On va parler de ce que ça veut dire de vivre ici ensemble. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est sûr? Et qu'est-ce qui fait de cette maison un foyer? » Ethan leva la main. « On peut avoir de la musique pendant le bain? » Maya hocha la tête. « Raisonnable. » Ellie ajouta. « Et pas de brocoli, sauf s'il est déguisé. » Edward toussa un rire. « Il faudra peut-être clarifier celui-là. » Maya sourit. « On tiendra une liste, mais il ne s'agit pas seulement de légumes. Il s'agit de limites. » Elle regarda Edward. « Pour nous tous. » Il hocha la tête, sérieux maintenant. « Compris. » Pendant l'heure suivante, les garçons gribouillèrent des règles avec des crayons de couleur. Toujours frappés, pas crier près de l'heure du coucher. Les câlins doivent être demandés. Des crêpes le dimanche, et une histoire chacun avant d'éteindre. Maya écrivit les siennes. Écoutez d'abord. S'excuser quand on a tort. Pas de caméra. Sans exception. Edward ajouta une ligne de son écriture soignée. Faire place au pardon, même quand c'est difficile. Quand ils eurent fini, Maya scotcha la feuille sur le réfrigérateur avec deux aimants souriants en forme de soleil. « Voilà, dit-elle, les nouvelles règles de la maison. » Plus tard, pendant que les garçons jouaient dehors, Edward trouva Maya dans la bibliothèque, triant des livres pour enfants. « Ils ont changé depuis ton départ, dit-il. » Elle leva les yeux. Ou peut-être qu'ils en étaient toujours capables et que personne ne leur a donné l'espace. « J'ai changé aussi, dit-il, plus hésitant. » Elle ne détourna pas le regard. « Je le crois. » Il s'approcha. « Ce que tu as fait, rester, partir, revenir. C'est plus que ce que je méritais. » Maya se leva, posant le dernier livre sur l'étagère. « Peut-être, mais c'est ce qu'ils méritaient. Et je n'allais pas laisser ton erreur devenir leur leçon. » Il tressaillit légèrement, mais hocha la tête. « Je veux être meilleur. Alors, commence par être présent. Vraiment présent. Pas seulement quand c'est facile. » Il baissa les yeux. « Honté. Penses-tu qu'ils me pardonneront un jour ?» Maya s'adoucit. « Ils l'ont déjà fait. Les enfants sont meilleurs à ça que les adultes. Mais tu dois le mériter chaque jour. » Ce soir-là, Edward borda les garçons pour la première fois depuis la mort de leur mère. Il lut un livre d'histoire, maladroitement. Maya se tenait près de la porte, écoutant les garçons rire de ses erreurs de prononciation, le corriger, puis demander juste une page de plus. Après l'extinction des lumières, Edward raccompagna Maya dans le hall d'entrée. « Je pensais, dit-il, à ce que tu as dit, à propos de ne pas être une employée, d'être plus. » Elle croisa les bras doucement. « Tu ne vas pas me proposer une promotion, n'est-ce pas ?» Il sourit faiblement. « Non, je voulais t'offrir une voie. » Elle inclina la tête. « Je veux que tu m'aides à construire quelque chose, pas seulement pour eux, pour d'autres enfants comme eux. Des enfants qui ont perdu quelque chose, quelqu'un. » Les yeux de Maya s'élargirent. « Tu veux dire une fondation ?» Il hocha la tête. « Quelque chose de réel. Tu la diriges. Je la finance. »
Elle le fixa un long moment puis dit « Si on fait ça, c'est à nos conditions. Pas de cirque médiatique, pas de charité performative. » « D'accord. » Elle tendit la main. « Alors on a un accord, Monsieur Thorne. » Il la serra. « Appelle-moi Edward. » Elle sourit. « D'accord, Edward. » Cette nuit-là, en allant vers la chambre d'amis, son propre espace, plus seulement un lit temporaire, elle s'arrêta devant la chambre des garçons. De l'intérieur, un murmure. « Elle est revenue ?» dit Ellie. « Je te l'avais dit. » répondit Ethan. Et Maya, s'appuyant doucement contre l'encadrement de la porte, murmura pour elle-même « Oui, je suis revenue. » 3 semaines après le retour de Maya, la maison ne résonnait plus de silence, mais bourdonnait de vie. Les petits déjeuners étaient plus bruyants, les bains plus désordonnés, et les garçons, autrefois renfermés et fragiles, commençaient à s'épanouir comme des fleurs sauvages libérées de l'hiver. Les règles sur le réfrigérateur étaient légèrement usées sur les bords, à force d'être pointées du doigt chaque jour par des petites mains enthousiastes. Et Edward, toujours le patriarche stoïque, se retrouvait à plier de minuscules chaussettes et à apprendre à tresser des cheveux, maladroitement. Mais tout ne changeait pas au même rythme. Tard, un vendredi soir, bien après que les garçons se furent endormis et que le personnel fut allé se coucher, Maya errait dans les couloirs. Elle faisait souvent cela lorsque le poids des souvenirs pesait trop lourd sur sa poitrine. Le silence l'aidait à penser, à respirer. Mais cette nuit-là, quelque chose clochait. La porte de la bibliothèque était légèrement entr'ouverte. Une lumière filtrait par l'entrebâillement en une fine ligne. Elle poussa doucement la porte. Edward était là, assis au bureau, les épaules affaissées, son téléphone dans une main, un verre de scotch à moitié vide dans l'autre. Il ne la remarqua pas tout de suite. « Mauvaise nouvelle ?» demanda-t-elle doucement. Il sursauta légèrement, puis leva les yeux. « Maya, désolé, je ne t'ai pas entendu. Tu en es à ton 3e verre de bourbon. J'ai pensé que quelque chose n'allait pas. » Il posa le verre, s'éclaircit la gorge, juste en train de lire un courriel. Elle attendit. Enfin, il tourna l'écran pour qu'elle puisse voir. L'objet du courriel indiquait « Audience de garde. Notification de motion. » Maya cligna des yeux. « Audience de garde pour les garçons ?» Il hocha la tête, la mâchoire serrée. Les parents de Rebecca, les Hollingsworth, ont déposé une demande de garde temporaire, prétendant que je suis inapte. Sur quel motif? Il ricana, amer. Négligence, instabilité émotionnelle, incident domestique. Le visage de Maya s'assombrit. Ils ont appris ce qui s'est passé à propos de moi. Apparemment, marmonna-t-il. Ils observaient, attendaient. Maintenant que les garçons commencent à s'ouvrir, maintenant qu'on a enfin un peu de stabilité, ils veulent tout arracher. Elle s'assit en face de lui. Ont-ils déjà été impliqués dans la vie des garçons? Pas depuis les funérailles, dit-il. Ils m'ont blâmé pour la dépression de Rebecca. Ils ont dit que je l'avais enterrée trop vite, que j'avais empêché les garçons de faire leur deuil correctement. Peut-être qu'ils n'avaient pas complètement tort. Maya resta silencieuse un long moment. Veux-tu que je témoigne sur les changements que j'ai vus? Ce que j'ai documenté? Edward hésita. Je ne sais pas si ça aide ou si ça aggrave les choses. Ils diront que ta présence prouve que je ne peux pas être parent seul. Alors, peut-être qu'on ne les affronte pas seuls, dit-elle fermement. Peut-être qu'on leur montre ce qu'est vraiment une famille, ce qu'exige réellement la guérison. Ses yeux rencontrèrent les siens. Tu ferais ça? Témoigner au tribunal après tout ce qui s'est passé? Je le fais pour eux, dit Maya. Pas pour toi. Pas pour les apparences, pour Ethan et Ellie. Il exhala, la tension dans son corps se relâchant légèrement. Tu crois vraiment que je peux gagner? Elle se leva, marcha vers la fenêtre et regarda dans l'obscurité où la veilleuse des garçons brillait encore au loin. Tu ne gagneras pas si tu te présentes comme l'homme qui m'a frappé. Mais tu gagneras si tu te présentes comme celui qui s'est excusé, qui a changé, qui s'est montré présent. Il hocha lentement la tête. Alors je serai présent. Le lendemain matin, la maison bourdonnait d'une urgence discrète. Maya passa du temps à relire ses notes, documentant les routines des jumeaux, leurs progrès émotionnels et leurs interactions avec leur père. Elle rassembla des projets artistiques, prit des photos des règles sur le réfrigérateur et imprima un dessin d'Ethan. Eux 4 sous un arc-en-ciel, se tenant la main. Personne ne lui avait dit de le faire. Il avait simplement dessiné ce qui lui semblait vrai. Pendant ce temps, Edward appela son avocat et organisa une réunion d'urgence. Pour une fois, ses instructions ne portaient pas sur la gestion de sa réputation ou la protection de ses actifs. Elle visait à protéger 2 garçons qui avaient déjà trop perdu. À l'heure du déjeuner, Maya s'assit avec les jumeaux sous le chêne dans la cour arrière.
coupant leur sandwich au fromage grillé en triangle et écoutant leur dispute sur quel super-héros gagnerait une course, Flash ou Sonic. « Est-ce qu'on doit aller vivre grand-mère et grand-père Hollingsworth ?» demanda soudain Ellie, sa petite voix à peine audible. Maya s'immobilisa. « Pourquoi tu demandes ça ?»« J'ai entendu papa au téléphone, » dit Ethan. « Il ne l'aime pas. » Maya posa son assiette de côté. « Les garçons, personne ne vous emmènera nulle part sans se battre. Et je ne vais nulle part non plus. »« Mais ils sont riches, » dit Ethan. « Et ils sont, tu sais, blancs. » Maya cligna des yeux, surprise. « Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit ?» Ethan haussa les épaules. « Ils ont dit au téléphone que papa avait fait de mauvais choix, que tu n'es pas de la famille. » Maya se pencha vers eux, prenant doucement le menton d'Ellie. « Laissez-moi vous dire quelque chose. Les familles ne se construisent pas sur la même peau ou les mêmes noms de famille. Elles se construisent sur ceux qui restent, qui se battent pour vous quand c'est difficile. Et je suis là. Ça fait de moi une famille. » Ellie passa ses bras autour d'elle, petit et chaud. « Alors, tu ferais mieux de gagner, » marmonna-t-il. Maya leva les yeux vers la maison où Edward se tenait derrière la fenêtre, les observant. Il fit un léger signe de tête. Ils étaient prêts à se battre. Cette nuit-là, Maya s'assit à son bureau dans la chambre d'amis, tapant son témoignage pour le tribunal. Ce n'était pas grandiose ni formel. C'était honnête. Elle décrivit les angoisses des garçons à son arrivée. Les crises de hurlements, les silences creux, la façon dont il lui prenait la main, puis la lâchait, effrayés par l'espoir. Et comment, avec le temps, ils avaient recommencé à rire, à dormir, à faire confiance. En bas de la page, elle écrivit « La guérison ne se fait pas en ligne droite. C'est désordonné. Mais dans cette maison, j'ai vu 2 petits garçons commencer à se reconstruire. Pas à cause de l'argent, pas à cause du sang, mais parce que quelqu'un a choisi de rester. » Elle imprima le document, le plaça dans un dossier et le laissa sur le bureau d'Edward. En se retournant pour partir, elle jeta un coup d'œil à la note qu'il avait gardée, son écriture toujours scotchée au bord d'un cadre photo. « Si tu ne peux pas rester pour eux, au moins ne repousse pas ce qu'ils feront. » Elle sourit. Parce que maintenant, enfin, personne ne repoussait et tout le monde restait. Le palais de justice sentait le marbre poli et les nerfs. Ses grandes colonnes se dressaient comme des juges silencieux, le soleil du matin se déversant à travers de hautes fenêtres en rayons dorés. Maya s'assit à côté d'Edward dans la salle d'attente. Tous deux vêtus de ton discret, lui dans un costume gris sur mesure, elle dans une robe bleu marine aux manches juste assez longues pour couvrir la légère cicatrice encore en train de guérir sur son poignet. Souvenir d'une nuit où les jumeaux avaient tous deux fait des cauchemars. Edward la regarda de côté. Nerveuse, Maya garda le regard fixé droit devant. Seulement pour ce que je ne peux pas contrôler. De l'autre côté de la pièce se tenaient les Hollingsworth, James et Eleanor, drapés d'une aisance comme d'une armure. Eleanor portait des perles, un tailleur crème impeccablement repassé et un regard désapprobateur capable de faire cailler le lait. James semblait moins composé, sa main tremblant contre sa canne, ses yeux lançant des regards de mépris à peine dissimulés vers Edward. Il n'avait pas adressé un regard à Maya, pas une fois. La porte de la salle d'audience 5 s'ouvrit et un huissier les appela. Maya se leva, redressa les épaules et murmura pour elle-même « C'est pour Ethan et Ellie ». À l'intérieur, la salle d'audience était plus froide que le couloir. Une juge trônait derrière un haut bureau, une femme âgée aux cheveux argentés tirés en un chignon serré, des lunettes de lecture suspendues à une chaîne. Sa plaque indiquait « Honorable Judith M. Templeton ». L'avocat d'Edward, M. Fields, se leva en première. Calme, expérimenté, avec juste assez d'humanité dans le ton pour ne pas sembler répéter. Il parla de la perte soudaine de Rebecca Hawthorne, de la lutte de la famille pour se reconstruire après la tragédie et des récents efforts d'Edward pour stabiliser le foyer, soulignant les thérapies régulières pour les enfants, les progrès à l'école et surtout la présence de Maya Williams. Puis Eleanor monta à la barre. Sa voix, bien que polie, tremblait d'indignation. « Nous ne voulons que ce qu'il y a de mieux pour nos petits-enfants. Quel genre d'exemple est un homme qui engage une étrangère non qualifiée pour élever ses enfants? Un homme qui, de son propre aveu, a frappé cette femme dans sa propre maison? » Maya ne tressaillit pas, bien que sa joue brûlât au souvenir. « Et elle n'est même pas de la famille, » ajouta Eleanor, la voix plus tendue. La juge Templeton haussa un sourcil. « Mel Williams n'est pas en procès, Madame Hollingsworth. Mais sa présence est le problème, » insista Eleanor. Edward ne peut pas s'occuper des garçons sans externaliser leurs besoins émotionnels à quelqu'un d'autre. Quelqu'un de temporaire, sans lien, sans formation adéquate.
Elle n'a ni diplôme ni licence. La juge se tourna vers Maya. Mad Williams, souhaitez-vous répondre? Maya se leva et s'approcha du banc. Elle n'avait pas de notes. Elle n'en avait pas besoin. Je n'ai pas de diplôme en psychologie infantile, dit-elle. Mais j'ai traversé plus de douleurs que je ne le souhaiterais à quiconque, et je sais à quoi ressemble un enfant qui cesse de croire qu'il est en sécurité. Elle marqua une pause, laissant sa voix se stabiliser. Quand je suis arrivée, Ethan et Eli ne parlaient à personne d'autre qu'entre eux. Ils ne dormaient pas. Ils n'avaient pas confiance, ni en leur père, ni dans le personnel, ni même en eux-mêmes. Mais peu à peu, ils m'ont laissé entrer. Pas parce que je suis spéciale, mais parce que je suis restée. Parce que je ne me suis pas enfuie quand ça devenait difficile. Parce que je les ai regardés dans les yeux et leur ai dit « Vous comptez ». Elle croisa le regard d'Eleanor, puis celui de James. « Vous dites que je ne suis pas qualifiée. Mais qu'est-ce qui qualifie quelqu'un pour aimer des enfants qui ne sont pas les siens? Pour les choisir chaque jour sans obligation? Parce que c'est ce que j'ai fait. Pas pour un salaire, pas pour des éloges, mais parce que quelqu'un devait le faire. » La juge Templeton se recula, son expression indéchiffrable. « Merci, mademoiselle Williams. » Maya retourna à sa place. Edward glissa sa main sous la table et serra doucement la sienne. Plus tard, la juge Templeton s'adressa à la salle. « Cette cour ne prend pas les contestations de garde à la légère, surtout lorsqu'elles sont initiées par la famille élargie contre un parent survivant. Après avoir examiné les preuves et les témoignages, il est clair que, bien que M. Hawthorne ait commis des erreurs, il a également pris des mesures significatives et constantes pour guérir sa famille. Les garçons s'épanouissent sous ses soins, en grande partie grâce au soutien de mademoiselle Williams. » Elle jeta un regard vers les Hollingsworth. Cette cour ne voit aucun motif pour retirer la garde à M. Hawthorne. Requête rejetée. Un hoquet échappa à Eleanor, suivi d'un bruissement alors qu'elle se levait pour protester. Mais James posa une main sur son poignet. « Laisse tomber, » murmura-t-il. Maya resta immobile. Son cœur battait à tout rompre, mais son visage demeurait composé. Dehors, dans l'air frais de l'automne, Edward se tourna vers elle. « Tu les as encore sauvés. » Elle secoua la tête. « Non, c'est toi. Tu t'es présenté. Tu es resté dans la pièce. » Les garçons attendaient à la maison, ignorant du verdict, blottis sur le canapé avec Harold qui leur lisait une bande dessinée de sa voix grave. Quand Edward et Maya franchirent la porte, Eli fut le premier à les repérer. « On a gagné ?» demanda-t-il. Maya s'agenouilla. « Oui, on a gagné. » Ethan enroula ses bras autour de sa taille. « Ça veut dire que tu ne pars pas ?» Maya embrassa le sommet de sa tête. « Je suis exactement là où je dois être. » Ce soir-là, en bordant les garçons, Edward resta dans l'embrasure de la porte, regardant Maya leur fredonner une chanson pour les endormir. Quand elle sortit dans le couloir, il dit doucement « Je n'ai jamais été doué pour dire merci. »« Alors ne le fais pas, » répondit-elle. « Continue juste à être présent. » Il hocha la tête, les yeux plus doux qu'elle ne les avait jamais vus. « Demain, » dit-il, « on commence à construire cette fondation. J'ai déjà des architectes programmés. » Elle sourit. « Et le nom ?» Il marqua une pause. Le Centre Hawthorne Williams pour la guérison. Maya cligna des yeux, prise de court. « C'est beaucoup. »« C'est vrai, » dit-il. « Tu l'as construit avec nous. » Elle regarda au-delà de lui, vers la chambre où les garçons dormaient maintenant sans peur. Peut-être, juste peut-être, ce n'était pas la fin de quelque chose. C'était le début. La première réunion du conseil du Centre Hawthorne Williams pour la guérison ne se tint pas dans un gratte-ciel au mur de verre ni dans une salle de bal formelle, mais dans la véranda du domaine Hawthorne. Les meubles étaient dépareillés, le café légèrement brûlé, et l'un des jumeaux avait laissé un dessin au crayon scotché à la fenêtre. Un arbre bancal avec des mots écrits au-dessus d'une main d'enfant. Maison. Maya était assise en bout de table, les doigts entrelacés autour d'une tasse en céramique. Son expression stable, mais alerte. Edward était à sa gauche, en jeans et chemise à boutons, manches retroussées. Il ne cherchait pas à dominer la pièce. Il écoutait simplement, prenant des notes sur un carnet relié de cuir, tapotant parfois un crayon en réfléchissant. En face d'eux se trouvaient 3 partenaires potentiels. Le Dr Angela Monroe, une thérapeute pour enfants à la retraite, Joseph Kim, un coordinateur de sensibilisation d'un programme local de placement familial, et Lionel Pierce, un investisseur technologique et l'un des plus vieux, sinon des plus sceptiques. Ami d'Edward. Donc, si je comprends bien, dit Lionel, repoussant ses lunettes à monture métallique, vous voulez créer un espace pour les enfants qui ont vécu un traumatisme, mais ce n'est ni une clinique, ni un refuge, ni une école, ni axé sur l'adoption. Exact.
corrigea Maya. C'est un troisième lieu, un sanctuaire, un pont entre où ils sont et où ils veulent être. Angela se pencha en avant, intriguée. Qui y travaille? Des gens comme moi, dit Maya. Pas seulement des experts diplômés, des survivants, des mentors, des adultes qui ont traversé le feu et peuvent apprendre aux autres à le faire. Joseph griffonna quelque chose dans son carnet. Et comment comptez-vous gérer le financement, la supervision, la responsabilité? Edward intervint doucement. Nous nous occuperons de la logistique. Maya dirigera le cœur. Lionel cligna des yeux. Et le nom reste. Maya sourit. Oui, il reste. À la fin de l'heure, Angela avait accepté de rejoindre en tant que conseillère clinique. Joseph offrit ses contacts avec des agences locales et Lionel, après un long soupir et un marmonnement, c'est soit brillant, soit voué à l'échec, accepta de financer les 6 premiers mois de programmation. Quand les autres partirent, Maya resta pour ranger. Edward se tenait dans l'embrasure de la porte, la regardant. « Tu as géré ça comme une dirigeante chevronnée, » dit-il. « J'ai enseigné à des collégiens pendant 3 ans, » répondit-elle, un sourire en coin. « Les salles de réunion ne me font pas peur. » Il entra dans la pièce. « Tu étais incroyable. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle fixait le dessin sur la fenêtre. « Tu sais, » dit-elle doucement, « quand j'étais petite, j'ai déménagé 12 fois. 12 maisons différentes. Aucune ne m'a jamais semblé être la mienne. » Edward suivit son regard. « C'est pourquoi ça compte autant. » Elle hocha la tête. « Les enfants ont besoin de racines et d'ailes. » Plus tard dans la journée, les jumeaux aidèrent Maya à déballer des boîtes de matériel artistique pour l'installation temporaire du centre dans l'aile Est. Ethan empilait soigneusement des pots de peinture pendant qu'Ellie triait les pinceaux par taille. « Est-ce qu'on peut venir ici aussi ?» demanda Ellie. « C'est votre maison, » dit Maya. « Donc oui, vous pouvez aider à la rendre meilleure pour les autres. » Ethan leva les yeux. « On peut leur apprendre nos règles ?» Maya s'agenouilla à côté de lui. « Je pense que c'est une excellente idée. » Ils passèrent l'après-midi à créer une nouvelle version des règles de la maison, cette fois illustrée en couleurs, avec Ethan dessinant des soleils souriants et Ellie ajoutant des familles en bâton. Pendant ce temps, dans la maison principale, Edward passa un appel difficile. Il avait parlé à son avocat ce matin-là. Il n'y avait aucune obligation légale d'inclure Maya dans les décisions parentales. Elle n'avait ni garde officielle ni document. Mais en regardant par la fenêtre la façon dont elle s'agenouillait à côté de ses enfants, il réalisa quelque chose de plus profond que la légalité. Elle était déjà une famille. Il décrocha le téléphone. « Juge Templeton, s'il vous plaît, dites-lui que c'est Edward Hawthorne. » 2 semaines plus tard, Maya reçut une grande enveloppe par la poste. Elle était accompagnée d'une note manuscrite d'Edward. « Plus de temporaire, plus de lignes floues, tu mérites le titre que tu as déjà gagné. » À l'intérieur se trouvait un document officiel la nommant codirectrice de la fondation et tutrice légale en cas d'absence d'Edward. En pièce jointe, une pétition notariée. Edward demandait une garde partagée des jumeaux avec Maya comme cosignataire. Maya le lut 3 fois avant que ses mains ne commencent à trembler. Elle ne l'avait pas demandé. Elle ne l'avait même pas imaginé. Mais d'une certaine manière, c'était exactement ce qu'elle avait toujours voulu sans le savoir. Ce soir-là, elle s'assit avec Edward sur la terrasse arrière, les garçons dormant à l'étage, un feu crépitant doucement dans le foyer extérieur. « Tu n'avais pas à faire ça, » dit-elle doucement. « Je sais, » répondit-il, « mais j'en avais besoin. » Elle se tourna vers lui. « Pourquoi maintenant ?»« Parce qu'il mérite ta permanence, » dit-il. « Et toi aussi. » Elle cligna des yeux pour chasser des larmes soudaines. « Je ne suis pas parfaite. »« Moi non plus, » dit-il. « Mais ils n'ont pas besoin de perfection. Ils ont besoin de présence. » Et tu n'es jamais parti. Elle tendit la main vers la sienne. Il ne tressaillit pas cette fois. Il la serra. Au-dessus d'eux, un vent doux agitait les arbres. Et pour la première fois depuis très longtemps, Maya Williams ressentit quelque chose de profond et de sacré s'installer en elle. Quelque chose qu'elle pensait ne plus jamais ressentir. Un foyer. Maya ne s'attendait pas à revoir sa mère. Elle ne s'attendait certainement pas à ce qu'elle se présente à la grille du domaine Hawthorne un lundi après-midi, portant une veste en jean usé et des yeux qui portaient encore trop de choses non dites. Edward avait été celui qui avait répondu à l'appel de l'interphone. « Il y a une femme ici. Elle dit qu'elle est votre mère, Lorraine Williams. » Maya se figea. Elle était en train de trier des supports pédagogiques pour l'inauguration prochaine du centre. Affiches, badges, tableaux de comportement plastifiés, et soudain, ses mains semblèrent trop lourdes pour bouger. « Elle est ici ?» demanda Maya, sa voix à peine audible. Edward hocha lentement la tête. «
Je peux la renvoyer. Maya fixa la pile de fiches dans ses mains. Confiance, pardon, sécurité. Des mots qu'elle enseignait aux jumeaux depuis des semaines. Non, dit-elle. Laissez-la entrer. Lorraine se tenait juste à l'intérieur de la porte, comme quelqu'un attendant d'être jugé. Ses mains tordaient la sangle de son sac, et son regard balayait le hall comme si elle se demandait quel genre de fille construisait une vie pareille. Maya croisa ses yeux avec un mélange de lassitude et de fermeté. « Salut, maman. Je n'étais pas sûre que tu te souviendrais de moi, » dit Lorraine, sa voix râpeuse à cause des cigarettes et du temps. Maya croisa les bras. « Ce n'est pas quelque chose qu'on oublie. » Elles s'assirent dans la véranda, Maya à un bout du canapé, Lorraine à l'autre, avec un gouffre d'années et de douleur entre elles. « J'ai entendu ton nom, » commença Lorraine. « Une femme à l'église a dit que tu étais dans les journaux. Quelque chose à propos d'un centre. Ton visage était dans le journal. » Maya ne répondit pas. « J'étais fière, » ajouta Lorraine doucement. « Mais je savais que tu ne voudrais pas entendre ça. » Maya inclina la tête. « Pourquoi maintenant? Pourquoi après toutes ces années ?» Les yeux de Lorraine s'embuèrent. Et pendant un instant, Maya vit une fissure dans le masque. « Parce que je suis malade et parce que j'ai eu tort. » Cela déstabilisa Maya. « Je ne savais pas comment être une mère, » murmura Lorraine. « Je t'ai noyée dans ma propre douleur. Ton père? Eh bien, il a brisé plus que des meubles. Et quand il est parti, je ne savais pas comment tenir quoi que ce soit ensemble, pas même toi. » Maya déglutit difficilement. « J'ai attendu des années que tu viennes me chercher. »« Je sais. » Lorraine essuya son visage. « Je t'ai laissé tomber. » Le silence s'étira entre elles. Puis Maya demanda « Veux-tu rencontrer les garçons ?» Lorraine leva les yeux brusquement. « Tu as des enfants ?»« Pas les miens par le sang, » dit Maya. « Mais ils sont miens à tous les égards qui comptent. » Lorraine hésita. « Est-ce qu'ils m'aimeraient ?» Maya regarda par la fenêtre où Ethan et Ellie se poursuivaient avec des avions en papier, leur rire s'élevant comme une musique. « Ils ne te connaissent pas, dit-elle, mais je leur dirai la vérité que tu essaies. » Plus tard ce soir-là, Maya s'assit au bord du lit des garçons, tandis qu'il la bombardait de questions. « C'est ta maman ?» demanda Ethan, incrédule. « Pourquoi on ne l'a jamais rencontrée avant ?» ajouta Ellie. « Parce que parfois les adultes font des erreurs, » dit Maya doucement. « De grosses erreurs, qui prennent beaucoup de temps à réparer. »« Est-ce qu'elle va rester ici ?» demanda Ethan, serrant son tigre en peluche. « Pas pour l'instant, » dit Maya. « Mais elle veut apprendre à vous connaître doucement, si vous êtes d'accord avec ça. » Ellie sembla réfléchir. « Seulement si elle joue à Uno avec nous. » Maya rit. « Je lui dirai. » En bas, Edward attendait dans la cuisine. « Comment ça s'est passé ?»« Ils sont curieux, » dit Maya. Plus ouvert que je ne l'attendais. Il lui versa une tasse de thé. « Ça va toi ?» Maya prit la tasse et la serra contre elle. « Je ne suis pas sûre, mais je pense que je veux essayer pour une clôture, peut-être même une guérison. » Edward hocha la tête. « Tu es plus courageuse que la plupart. » Elle le regarda. « Tu rends ça plus facile. » Au cours des jours suivants, Lorraine visita le domaine par petites doses mesurées. Elle s'assit avec les jumeaux sous le grand chêne pendant qu'il lui expliquait les règles de la maison et lui montrait le tableau des émotions créées par Maya. Au début, elle semblait raide, incertaine. Mais peu à peu, elle commença à s'adoucir. Elle apporta des histoires de l'enfance de Maya, les bonnes, celles que Maya avait presque oubliées. Elle apporta des biscuits qui s'effritaient trop, mais avaient le goût des dimanches matins. Et elle apporta des photos, décolorées, usées, mais remplies de moments que Maya avait manqués ou enfouis. Un soir, Maya s'assit avec Lorraine dans la bibliothèque, feuilletant un vieil album. « Tu fredonnais la même berceuse que tu chantes aux garçons, » dit Lorraine. « Tu avais 3 ans. Tu ne dormais pas sans elle. » Maya clignait des yeux, prise au dépourvu par le souvenir. « Je pensais avoir inventé cet air. »« Non, tu t'en es souvenu. Même quand tu m'as oublié. » Le silence tomba. Puis Lorraine fouilla dans son sac et en sortit une petite boîte. À l'intérieur se trouvait un bracelet terni, simple, avec un charme en forme d'oiseau. « Je l'ai acheté le jour de ta naissance, » dit-elle. « Mais je ne te l'ai jamais donné. » Maya le prit délicatement, ses doigts effleurant le charme. « Pourquoi un oiseau ? » ?»« Parce que je savais que tu t'envolerais un jour. Je ne savais simplement pas jusqu'où. » Maya ne pleura pas. Pas à ce moment-là, mais plus tard. Dans le calme de sa chambre, avec le bracelet au poignet et la lumière de la lune projetant des ombres douces sur le sol, elle laissa les larmes couler. Parce que la guérison n'était pas une destination. C'était 1000 petites décisions d'ouvrir la porte à nouveau, d'essayer, de pardonner, non seulement aux autres, mais à soi-même. Et peut-être, juste peut-être, cela suffisait. L'automne arriva en murmure subtil, la lumière dorée s'attardant plus longtemps le matin,
un frisson caressant la peau juste avant le coucher du soleil. Au centre Thorne Williams, les préparatifs pour le premier week-end de retraite de guérison battaient leur plein. Maya se tenait devant le tableau blanc dans la salle communautaire récemment rénovée, planifiant l'horaire du week-end avec des marqueurs de différentes couleurs, tandis que les garçons pliaient des couvertures à côté. Edward passa avec un porte-bloc et un sourire. « Tu réalises qu'aucun de ces enfants ne suivra un horaire codé par couleur, n'est-ce pas ?» Maya lui lança un regard taquin. « Ils ne sauront pas que c'est codé par couleur, mais moi, si. Ça me garde saine d'esprit. » Il rit et pendant un instant, tout sembla léger, facile. Mais Maya avait appris que la guérison s'accompagnait de friction. La croissance frottait contre les parois des anciennes blessures, et cette friction arrivait vite. Tout commença par un appel de Joseph Kim, leur liaison avec l'agence locale de placement familial. « Maya, on a une complication, dit-il. »« Quel genre de complication ?»« Une fille, 16 ans, nommée Belle. Elle a été placée dans 5 foyers au cours de l'année passée. Chaque placement s'est mal terminé. Elle est intelligente, effrayante d'intelligence, mais sur ses gardes. Elle refuse la thérapie, ne va pas aux sessions de groupe, et maintenant, elle refuse de rester dans le système tout court. » Maya écouta en silence. Joseph continua. Son assistante sociale pense que votre centre pourrait être sa dernière chance avant qu'elle ne finisse en détention juvénile. Mais elle est instable. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas une histoire de conte de fées. Maya prit une profonde inspiration. Faites-la venir. Belle arriva avec un seul sac de sport, des bottes de combat et un mur de silence. Ses cheveux étaient teints d'un bleu cobalt défiant, et ses bras étaient croisés contre sa poitrine comme un bouclier. Elle ne parla pas pendant l'orientation, ne regarda personne dans les yeux et fit clairement comprendre verbalement qu'elle n'avait besoin d'être sauvée par personne. Ellie, qui l'observait prudemment depuis l'embrasure de la porte, murmura à Ethan « On dirait qu'elle pourrait battre Spider-Man ». Maya adopta une approche différente. Ce soir-là, pendant que les autres adolescents jouaient à des jeux de société et échangeaient des histoires d'école, Maya trouva Belle dans un coin de la salle d'art, dessinant furieusement dans un carnet. « Ça te dérange si je m'assieds ?» Belle haussa les épaules sans lever les yeux. « Pays libre. » Maya s'assit en silence. « Qu'est-ce que tu dessines ?»« Des gens. » Maya inclina la tête. « Quelqu'un que je pourrais connaître, personne que tu comprendrais. » Il n'y avait pas d'amertume dans son ton, juste de la distance. Maya hocha la tête. « D'accord. » Elles restèrent assises en silence pendant plusieurs minutes. Maya ne força pas. À la place, elle sortit un carnet de son sac et commença à dessiner à côté d'elle. Ses lignes n'étaient pas aussi nettes, son ombrage maladroit, mais l'acte de dessiner, de s'asseoir avec Belle d'égal à égal, parlait plus fort que n'importe quelle session de conseil. Finalement, Belle demanda « Pourquoi tu fais ça? Ce centre, tout ça ?» Maya marqua une pause. « Parce que j'étais l'enfant dont personne ne savait quoi faire. Et quelqu'un a choisi de me voir quand même. » Belle la regarda pour la première fois. Juste un éclat, mais assez. « Tu n'as qu'une chance, » dit Belle doucement. « Je sais. » Au cours des jours suivants, Belle ne se transforma pas en résidente modèle, mais elle cessa de jurer pendant les repas. Elle participa à une randonnée de groupe, bien qu'elle marchât à l'arrière. Et le 3e soir, elle rit, un éclat de joie accidentel pendant une partie de cartes avec Ethan et Edward. Maya remarqua tout, mais Edward remarqua autre chose. « Tu vois la façon dont elle te regarde ?» dit-il un soir alors qu'il pliait du linge dans la réserve. « Elle est méfiante, » répondit Maya. « Elle est attachée, » dit Edward, « et c'est dangereux. » Maya posa la serviette qu'elle tenait. « Tu penses que je fais la même erreur qu'avec les jumeaux. Je pense que tu dois protéger ton propre cœur, » dit-il doucement. Elle hocha la tête. « Ce n'est pas ce que ce travail implique. »« Je sais, » dit Edward, « mais si tu donnes trop et qu'elle part, elle ne partira pas. » Il la regarda. « Ils finissent toujours par partir. »« Maya, tu l'as dit une fois, tu te souviens ?» Elle le fixa, les mots pesant plus lourd qu'elle ne s'y attendait. Alors peut-être que cette fois, on ne la laisse pas partir. La retraite se poursuivit. Les adolescents peignirent des fresques, cuisinèrent des dîners de groupe et partagèrent leurs histoires par fragments. Maya leur laissait de l'espace, sans jamais forcer, toujours en invitant. Le dernier soir, le groupe se rassembla sous des lanternes suspendues dans le jardin. Belle resta dans l'ombre au début, bras croisés, tête baissée. Mais quand Maya parla, racontant sa propre histoire de nuit passée dans des maisons d'étrangers, d'être qualifiée de trop ou trop en colère pour être aimée, Belle s'approcha. « Tu parles trop, » murmura-t-elle. Maya sourit. « On me l'a déjà dit ?» Puis Belle dit doucement, « J'aimais dessiner des oiseaux avant, quand les choses allaient mieux. »
Maya se tourna vers elle. Tu peux encore le faire. Cette nuit-là, après l'extinction des feux, Belle frappa à la porte de Maya. Je ne veux pas retourner là-bas, dit-elle, la voix brisée. Au foyer ou ailleurs. Cet endroit. Il ne semble pas faux. Maya s'avança et posa une main sur son épaule. Alors reste. Trouvons un moyen d'en faire un foyer. Belle hocha la tête, essuyant ses yeux avec la manche de son sweat. En se tournant pour partir, Maya murmura. Tu n'es pas trop. Tu es juste comme il faut. Et nous te voyons. C'était tout ce dont Belle avait besoin. Parfois, la guérison ne venait pas en coups de tonnerre ou en épiphanie. Parfois, elle venait en promesses chuchotées à travers des portes ouvertes. Tout commença par un titre. Juste un entrefilet dans un coin d'un journal local en ligne, mais assez pour envoyer un frisson dans le dos de Maya. Le programme de placement familial d'un millionnaire local sous scrutiny. Allégations de personnel inapproprié, lacunes dans la supervision. L'article était mince en détail, mais lourd en sous-entendu. Source anonyme, préoccupations soulevées, enfants en danger. Il dépeignait le centre Hawthorne Williams comme une opération bien intentionnée mais mal gérée, suggérant que Maya n'était ni licenciée ni qualifiée, et laissant entendre qu'Edward utilisait sa richesse pour contourner les réglementations. Edward était furieux. Maya était silencieuse. Elle relut l'article encore et encore, ses doigts serrant la tablette si fort que l'écran s'assombrit sous la pression. « C'est une campagne de diffamation », grognait Edward. « Quelqu'un essaie de nous couler. Quelqu'un qui sait qu'on fait des progrès », dit Maya doucement. Le lendemain, Joseph appela. « Maya, je reçois des appels de l'agence. Ils demandent si vous opérez avec des conseillers en traumatisme certifiés. Si vos vérifications d'antécédents sont à jour. Ce n'est pas juste du commérage. Ça devient une enquête formelle. » Maya ferma les yeux. « C'est grave, assez grave. Ils parlent de retirer les enfants du centre. Même Belle. » Ces mots frappèrent Maya plus fort qu'elle ne l'avait prévu. « Non, dit-elle fermement. Ils ne peuvent pas la prendre. Elle commence tout juste à faire confiance. » Joseph soupira. « Tu dois te battre, Maya, mais discrètement, ne rends pas les choses pires en allant à la presse. Renforce tes défenses rapidement. » Elle raccrocha et alla directement voir Edward. « Ils viennent pour nous, dit-elle. Et si nous ne prenons pas les devants, ils prendront les enfants, le financement, tout. » Edward se pencha en avant. « Nous ferons venir des consultants externes, des auditeurs. Je demanderai à Monroe de revoir chaque politique. Mais Maya, c'est une attaque ciblée. C'est personnel. Quelqu'un qui nous connaît, dit Maya, qui connaît la structure, le calendrier. » La mâchoire d'Edward se crispa. « Tu penses à Hollingsworth? »« Non, dit Maya. Il ne jouerait pas aussi discrètement. Ça semble plus proche. » Plus tard cette nuit-là, alors que la pluie fouettait les fenêtres, Maya s'assit dans le bureau du centre, passant en revue les dossiers du personnel, cherchant un maillon faible, une erreur, quelque chose qu'ils auraient manqué. Puis, elle le vit. Le formulaire d'admission de Belle. Une signature était légèrement différente. L'assistante sociale indiquée n'était pas celle assignée par Joseph. Le document avait été scanné via une vieille imprimante d'une agence avec laquelle il n'avait pas travaillé depuis plus d'1 an. Le cœur de Maya se serra. Quelqu'un avait falsifié les documents. Elle appela Joseph immédiatement. Ça va sembler fou, mais je pense que quelqu'un a trafiqué le dossier de Belle. Joseph consulta les registres de son côté. « Attends, oui, c'est pas notre dossier. D'où ça vient? » « Je ne sais pas, » dit Maya, la voix tendue, mais quelqu'un l'a glissé là-dedans. Joseph resta silencieux un instant. « Alors tu dois prendre les devants maintenant. » Le lendemain matin, Maya convoqua une réunion d'urgence du conseil. Angela, Lionel, Joseph et Edward étaient assis autour de la longue table, l'air chargé de tension. Elle posa le document falsifié sur la table. « C'est l'arme qu'ils utilisent contre nous, dit-elle. Et nous devons la désamorcer. » Angela fronça les sourcils. « C'est grave. Si un audit révèle un placement falsifié, ils nous fermeront pour négligence, même si nous n'étions pas au courant. » Joseph, frustré, se renversa dans son siège. Quelqu'un a glissé ça. Ils ciblent Belle parce qu'elle est la plus facile à discréditer. S'ils peuvent prouver que nous avons échoué avec elle, ils peuvent démanteler tout le centre. Edward se leva. Alors, nous ne leur donnons pas cette chance. Nous allons à la presse en premier. Nous racontons l'histoire nous-mêmes. Lionel haussa un sourcil. Vous voulez rendre public un faux? C'est risqué. Maya secoua la tête. Pas seulement le faux, la vérité. Nous leur disons qui est Belle, pourquoi elle est venue ici, ce qu'elle est devenue. Angela la regarda. Tu la mettrais au centre d'une tempête médiatique. Je lui demanderai d'abord, dit Maya. C'est elle qui choisit. Ce soir-là, Maya trouva Belle dans la salle d'art,
peignant une immense toile, un oiseau se libérant de cordes emmêlées. « Je peux te parler ?» demanda Maya. Belle continua de peindre. « Ils veulent me renvoyer, n'est-ce pas ?» Belle ne s'arrêta pas. « Tu vas les laisser faire ?» Maya s'approcha. « Pas sans me battre, mais nous avons besoin de ton aide. » Elle expliqua la situation avec soin. « Honnêtement, je ne te mettrai pas sous les projecteurs à moins que tu ne dises oui. » Belle posa son pinceau. « Tu m'as dit une fois que je n'étais pas trop, que j'étais juste bien. » Maya hocha la tête. « Alors, montrons-leur qui je suis, » dit Belle. « Qu'ils me voient. » Le lendemain, Maya se tenait devant un groupe de journalistes, Edward à ses côtés, Joseph et Angela derrière, et Belle, courageuse, au centre, devant les micros. « Je m'appelle Belle Harris, j'ai 16 ans, j'ai vécu dans 10 foyers d'accueil en 4 ans. On m'a qualifiée d'irrécupérable, de volatile, de dangereuse. Mais ici, quelqu'un m'a vue, quelqu'un est resté, et j'ai commencé à croire que je pouvais compter à nouveau. » Sa voix ne trembla pas. « Je ne suis pas un numéro de dossier, je ne suis pas une erreur. Je suis une fille qui peint des oiseaux parce que j'ai oublié comment voler, et maintenant, j'apprends à nouveau. » Maya se tenait droite, fière. Les flashs des caméras crépitaient, les questions fusaient, mais la tendance s'était inversée. La vérité, autrefois enfouie, avait une manière de resurgir, et cette fois, elle venait avec des ailes. Les retombées ne furent pas aussi explosives que Maya le craignait, mais elles furent implacables. Pendant 3 jours consécutifs, les médias campèrent devant les grilles du domaine. Certains journalistes criaient des questions. D'autres restaient simplement là, caméra pointée, espérant capturer une image de la fille qui avait fissuré une histoire que personne ne voulait raconter. Belle ne broncha pas. Au contraire, elle gagna en force. Le centre publia ses œuvres dans son communiqué, une galerie de résilience. Sa peinture d'oiseau fut partagée sur les réseaux sociaux, un symbole de seconde chance. Sa voix lors de la conférence de presse résonna bien au-delà de la communauté locale, atteignant des organisations au niveau de l'État. Les courriels affluaient, survivants, soutiens, sceptiques et croyants. Mais tout le monde n'était pas bienveillant. Un blogueur anonyme publia le dossier juvénile de Belle. Un autre qualifia Maya de fraude bien intentionnée. Un chroniqueur national écrivit « La charité ne peut remplacer la formation », remettant en question la décision d'Edward de confier l'avenir des enfants à l'empathie sans structure. Maya absorba tout cela en silence. Jusqu'à ce qu'un matin, une lettre arriva, manuscrite, sans adresse de retour. À l'intérieur, une seule ligne « Vous avez sauvé ma fille quand je ne pouvais pas. Merci ». Elle n'était pas signée, mais c'était assez. Au petit déjeuner, les garçons riaient autour de leurs céréales, discutant pour savoir si le jus d'orange avait sa place dans les crêpes. Maya versa son café sous et pensa « Ça en vaut la peine. Même le feu. » De l'autre côté de la table, Edward plia le journal et croisa son regard. « Tu tiens le coup. »« Je dois, » dit-elle. « Pas seulement pour eux, » ajouta-t-il. Elle hésita, puis hocha la tête. « Pour moi aussi. » Ce jour-là, ils organisèrent une réunion du personnel. Chaque conseiller, mentor, bénévole. Maya se tenait devant la salle, portant le poids des semaines passées dans sa poitrine. « Je ne prétendrai pas que cela ne nous a pas ébranlés, » dit-elle, « mais je ne m'excuserai pas pour notre mission. Nous n'avons pas construit ce centre pour avoir l'air bien. Nous l'avons construit parce que des enfants passent à travers les mailles du filet, et nous avons décidé de nous tenir dans ces mailles pour les rattraper. » La salle était silencieuse. Puis Angela se leva. « Nous sommes avec vous. » Un par un, l'équipe hocha la tête. Certains murmurèrent « Toujours. Oui, nous restons. » Cette nuit-là, Maya marcha seule dans les couloirs du centre. Les murs étaient tapissés de dessins, de citations des enfants, de quelques photos de dîners familiaux. Elle s'arrêta devant l'une d'elles. Ethan et Ellie, les bras autour de Belle, tous trois riant. Un foyer capturé dans un cadre. Dans l'aile, elle trouva Belle travaillant tard sur une nouvelle fresque, une skyline de ville avec des fenêtres brillant d'or. « Tu es encore là ?» dit Maya doucement. Belle haussa les épaules, essuyant ses mains sur un chiffon. « Je n'arrive pas à dormir. Ça va ?» Belle marqua une pause. « Ouais, je pense juste à ce qui vient après. Les gens pensent que parce que je me suis tenue devant des caméras, je vais bien maintenant. Mais je me mets encore en colère sans raison. J'ai encore du mal à faire confiance aux gens. Elle s'interrompit. Maya s'assit à côté d'elle. « Tu n'as pas besoin d'être finie pour être libre. » Elles restèrent assises en silence, le seul son étant le faible bourdonnement des grillons au loin. Puis Belle dit « Tu penses que je pourrais, je ne sais pas, parler dans des écoles, parler à d'autres enfants comme moi ?» Maya sourit. « Tu viens de le faire, et oui, tu en es plus que capable. »
Belle sourit, une lueur de fierté sous son expression réservée. Alors, je veux le faire. Je veux être la personne dont j'avais besoin à l'époque. Le lendemain matin, un appel vint d'un représentant du comité de protection de l'enfance de l'État. Nous avons examiné le modèle Hawthorne-Williams. C'est non conventionnel, mais ça fonctionne. Nous aimerions rencontrer, peut-être reproduire cela ailleurs. Maya resta figée. Vous dites que vous voulez l'étendre? Nous disons, répondit la voix, que nous voulons apprendre. Après avoir raccroché, elle fixa la fenêtre pendant un long moment, ses pensées tourbillonnant. C'était plus grand qu'elle maintenant. Plus tard cette semaine-là, Maya, Edward et Belle s'assirent avec les garçons sous le chêne. L'air sentait la cannelle et les feuilles sèches. Ethan lisait à voix haute un livre pour enfants, s'arrêtant toutes les quelques phrases pour laisser Ellie inventer des fins alternatives. Belle écoutait avec un sourire discret. « Je veux écrire un livre un jour », dit soudain Ellie, « sur des enfants qui combattent les méchants. » Maya ébouriffa ses cheveux. « Commence par la vérité, c'est toujours la meilleure histoire. » Edward s'adossa au tronc, sa main effleurant légèrement celle de Maya. Elle ne s'écarta pas. Le soleil descendait, projetant des lignes dorées à travers les branches. Ils étaient tous différents, brisés, réassemblés, cousus ensemble par une douleur partagée et un espoir reconstruit. Mais ils étaient entiers. Non pas parce qu'ils avaient effacé les fissures, mais parce qu'ils les avaient remplis d'or. Kintsugi. Maya en avait lu une fois. L'art japonais de réparer la poterie cassée avec de la laque dorée, célébrant l'histoire, sans la cacher. C'est ce qu'il faisait. Et peut-être, juste peut-être, c'était ça, la guérison. Un choix chaque jour de rester. Maya ne reconnut pas l'homme au début. Il était grand, maigre, vêtu d'un blazer beige bon marché et se tenait au comptoir d'accueil du centre communautaire, comme s'il ne savait pas s'il y avait sa place ou s'il voulait partir. Son visage était partiellement masqué par une casquette de baseball. Mais quelque chose dans sa posture, nerveuse mais familière, remua quelque chose de profondément enfoui dans sa poitrine. Angela fut celle qui fit signe à Maya d'approcher. « Il dit qu'il est là pour vous parler. Il n'a pas donné de nom. » Maya s'approcha prudemment. « Puis-je vous aider ?» L'homme leva les yeux et en un instant, 20 ans s'effondrèrent. « Maya, dit-il, la voix usée, incertaine. C'est moi, ton père. » Le temps s'arrêta. Elle entendit d'abord dans ses oreilles un afflux de sang, un bourdonnement d'incrédulité, puis dans sa poitrine, un calme glacial. « Tu n'as pas le droit de dire mon nom, » dit-elle, la voix basse. « Je sais, répondit-il rapidement, enlevant sa casquette. Ses cheveux étaient gris maintenant, ses yeux injectés de sang. « Je ne devrais pas être ici. J'ai vu la conférence de presse. Je t'ai vu, et Maya, je devais venir. » Elle resta figée. Des gens bougeaient derrière elle. Des enfants riaient dans la salle de jeu. Un conseiller donnait des instructions pour une activité de renforcement de la confiance. Le monde continuait de tourner. Mais à l'intérieur d'elle, quelque chose se fissura. Edward arriva à ce moment-là, sentant que quelque chose n'allait pas. Son regard passa de l'un à l'autre. « Cet homme vous dérange ?» demanda-t-il. Maya ne détourna pas les yeux de son père. « Non, oui, je ne sais pas. »« Je vous laisse de l'espace, » dit Edward doucement. Mais il ne s'éloigna pas loin. « Je ne suis pas ici pour tout gâcher, » dit son père. « Je ne veux pas d'argent. Je ne veux rien. Je voulais juste voir si tu allais bien. » Maya laissa échapper un souffle lent, tranchant et stable. « Tu es parti quand j'avais 10 ans, quand maman a eu sa crise, quand tout s'est effondré. J'étais malade, Maya, murmura-t-il. Accro, perdu. Je ne savais pas comment rester. Ce n'est pas une excuse, dit-elle. C'est un fait, mais ça n'efface ni ce qui s'est passé, ni ce qui ne s'est pas passé. » Il hocha la tête, la honte enroulée autour de ses épaules. « J'ai manqué ta vie. Tu l'as abandonnée, » corrigea-t-elle. Ils restèrent en silence. Puis il sortit quelque chose de la poche de son manteau, une photo au coin plié, décolorée par le temps. Une petite fille en salopette avec des tresses et des genoux écorchés, tenant un carnet de croquis et plissant les yeux face au soleil. « Tu l'avais laissé sur le porche le jour où je suis parti, » dit-il. « Je l'ai gardé. C'était le seul morceau de toi que j'avais. » La gorge de Maya se serra. Cette photo venait d'un jour d'été dont elle se souvenait à peine, prise par un voisin. Elle avait oublié son existence, mais la voir maintenant était comme un coup dans la mémoire. « J'essaie de rester clean, » dit-il. « Sobre depuis 2 ans, je travaille dans un garage près de Bâton Rouge. Je vois un conseiller. Je vais aux réunions. » Maya croisa les bras. « Et tu veux le pardon ?» Il la regarda, les yeux brillants. « Non, je veux de la grâce. » Le mot résonna différemment. La grâce n'était pas une transaction. Elle ne se gagnait ni ne se négociait.
C'était un don offert librement ou pas du tout. Je ne peux pas te promettre ça, dit-elle. Il hocha la tête. Je comprends. Mais je peux promettre de ne plus te haïr, ajouta-t-elle. C'est quelque chose. Une larme glissa lentement sur sa joue. C'est tout. Maya ne dit rien aux garçons ce soir-là, ni à Belle, ni à Edward, ni même à Lorraine. Elle avait besoin de temps pour ranger cette rencontre, comme un document fragile qu'on n'est pas prêt à lire mais qu'on ne peut jeter. À la place, elle prépara le dîner, aida Illy avec ses devoirs de maths, lut 2 chapitres du roman de mystère préféré d'Ethan. Puis, quand la maison fut silencieuse, elle s'assit dans la véranda avec Edward. « Il est venu, » dit-elle. Edward leva les yeux. « Ton père ?» Elle hocha la tête. C'était comme parler à un fantôme dont j'étais en colère depuis si longtemps que j'avais oublié que j'étais encore hantée. « Veux-tu de lui dans ta vie ?»« Je ne sais pas, » dit-elle honnêtement. « Mais je voulais qu'il me voie, c'est tout. » Edward tendit la main et prit la sienne. « Tu es vu ?» dit-il simplement. Elle posa sa tête contre son épaule, et pour la première fois ce jour-là, le tremblement dans son cœur commença à s'apaiser. 2 jours plus tard, Belle déboula dans le bureau, tenant un prospectus. « Regarde !» rayonna-t-elle. « Ma première invitation à parler. Un panel de jeunes à Atlanta. Ils veulent que je parle de confiance et d'art. » Maya sourit. « C'est incroyable. C'est quand ? Le mois prochain. Mais j'aurais besoin d'un chaperon. » Maya haussa un sourcil. « Tu me le demandes ?» Belle esquissa un sourire. « Je te fais confiance pour ne pas me laisser manger 3 burritos de station-service d'affilée. » Logique douteuse, dit Maya, mais flatteuse. Puis Belle devint sérieuse. « Je suis nerveuse. »« C'est bien, » dit Maya. « Ça veut dire que ça te tient à cœur. » Belle la regarda avec cet espoir prudent que Maya connaissait si bien. « Merci de m'avoir vue, même quand je ne me voyais pas moi-même. » Maya toucha son épaule. C'est ce que fait la lumière. Elle trouve les fissures et s'y infiltre quand même. À cet instant, Maya comprit quelque chose de nouveau. Guérir ne signifiait pas toujours oublier. Cela signifiait intégrer la cassure dans quelque chose de plus plein, de plus fort, de plus vrai. Cela signifiait lâcher ce qu'on ne pouvait pas changer et s'accrocher farouchement à ce qu'on pouvait. Cela signifiait devenir le genre de personne capable de pardonner. Non pas pour excuser le passé, mais pour libérer l'avenir. Et cela signifiait enfin se tenir droit dans son propre nom. Maya Williams, mère, mentor, guérisseuse, et plus jamais hantée. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'audience. Les jardins du domaine étaient lourds de fleurs printanières, et le centre bourdonnait avec son nouveau calendrier de programme. Ce n'était pas parfait, mais il prospérait. Maya, la plus jeune conseillère du centre, avait commencé des sessions hebdomadaires avec Belle. Ethan était passé à la classe supérieure et excellait en orthographe. Eli avait décidé qu'il allait inventer sa propre équipe de super-héros, avec des capes. Et Maya, Maya les regardait grandir comme une jardinière qui avait appris à s'enraciner dans l'espoir. Ce matin-là se leva clair et lumineux. Edward avait invité le conseil et le personnel pour une petite célébration sous le chêne. Une banderole faite par les jumeaux disait « 1 an à rester ». Maya arriva tôt pour arranger les couvertures et disposer les verres de limonade. Elle s'arrêta devant la banderole, se souvenant de la première version tremblante. Maintenant, elle semblait familière, comme un sentiment d'appartenance. Tous les invités se réunirent. Angela, Joseph, Lionel, Lorraine et le personnel des agences locales remplirent les chaises éparpillées sur la pelouse. Des enfants s'assirent en cercle, faisant tournoyer des lanternes en papier. Edward commença. « Quand nous avons nommé ce centre, nous avons marié 2 improbabilités, la richesse et l'empathie. Mais le vrai miracle, ce ne sont pas les programmes ou le financement, c'est l'endurance. C'est le choix que quelqu'un fait chaque jour quand personne ne regarde. » Lorraine se leva alors, inattendue mais assurée. « Ma fille m'a appris plus que je ne lui ai jamais donné la chance d'apprendre. Je suis honorée d'être ici, pas en spectatrice, mais en tant que personne qui grandit encore. » Ethan et Eli avancèrent, chacun tenant une pierre peinte en doré. Ils les posèrent aux pieds de Maya. Ethan dit fort, « Cette pierre est dorée parce qu'elle est courageuse. » Eli ajouta doucement, « Celle-ci est dorée parce qu'elle reste. » Maya déglutit, les larmes gonflant dans sa gorge. Edward se tenait à ses côtés, main dans la main, tandis que les jumeaux présentaient leurs cadeaux. Joseph s'éclaircit la gorge ensuite et dit « Nous avons examiné nos résultats sur 6 mois. Les écoles signalent une fréquentation accrue, moins de signalements comportementaux et surtout des enfants qui font à nouveau confiance. » Angela s'avança. « Nous nous agrandissons. 2 sites supplémentaires, avec Maya à la barre. » Lionel leva son verre. «
À la femme qui n'a pas demandé à faire partie d'une famille. Elle en a construit une quand même. Maya cligna des yeux et serra la main d'Edward. Il la serra en retour. Alors que la foule commençait à se disperser, Belle s'approcha de Maya avec son carnet de croquis. À l'intérieur, un nouveau dessin. 4 arbres dorés, chacun différent, penchés vers le centre, comme s'ils soutenaient quelque chose de plus grand ensemble. En dessous, son écriture, « Voilà à quoi ressemble grandir ». Maya embrassa sa joue et murmura, « Oui, ma chérie, exactement ». La lumière de l'après-midi projetait de longues ombres alors que la foule se dispersait. Les jumeaux coururent jouer à chat. Lorraine s'attarda à côté de Maya sous le chêne. « Je suis fière », dit Lorraine doucement, jetant un œil autour de pierres construites par les jumeaux. Maya hocha la tête. « Être fière, c'est différent d'être pardonné, mais tu es là. » Lorraine tendit la main vers la sienne. « Et je veux continuer à me présenter. » Maya se pencha et posa sa tête sur l'épaule de Lorraine. Edward les trouva et passa un bras autour des 2 femmes. « Plantons quelque chose ensemble. Un nouveau parterre, peut-être des roses. » Les lèvres de Maya s'incurvèrent. « Seulement si on promet de s'en occuper chaque semaine. » Il rit. Marché conclu. Ce soir-là, Harold, le majordome d'Edward, leur apporta des recharges de limonade. Les rires des enfants flottaient sur la pelouse. Une légère odeur de jasmin s'installa alors que le crépuscule enveloppait le domaine. Plus tard, quand les phares avaient déserté l'allée et que le centre était à nouveau silencieux, Edward trouva Maya dans la véranda, esquissant de nouvelles règles avec Ethan, désormais intitulées « Règles communautaires ». Confiance, gentillesse, courage, présence. Il ferma la porte. « Je voulais te demander, dit-il, veux-tu m'épouser ?» Elle leva les yeux, stupéfaite, non pas à cause de la question, mais parce qu'il l'avait posée maintenant, doucement, d'une manière qui n'était pas une demande en mariage. C'était une promesse. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle ferma son carnet de croquis et le pressa contre sa poitrine. Puis elle dit « Oui, mais seulement si tu sais que je ne suis pas parfaite. » Il écarta une mèche de ses cheveux. « Moi non plus, mais nous sommes meilleurs à grandir ensemble. » Et dehors, le vent bruissa à travers le chêne, comme s'il les félicitait avec une approbation ancienne, car la guérison était devenue un héritage. Une famille construite non par le sang, mais par 1000 actions quotidiennes enveloppées d'or. Et à cet instant, Maya Williams se sentit enracinée et volante à la fois. Le printemps était pleinement arrivé. Lors de l'inauguration du 2e site du centre Hawthorne Williams à Bridgeport, la cérémonie fut discrète, intentionnelle. Les enfants du centre de Greenwich se tenaient aux côtés de Maya et d'Edward, tenant des pancartes qu'ils avaient peintes. L'espoir pousse ici. Les secondes chances vivent. Les voisins bordaient le trottoir. Les caméras flashaient doucement et les abeilles bourdonnaient parmi les marguerites nouvellement plantées dans des boîtes recyclées. Maya se tenait devant la petite foule, la lumière du soleil captant les éclats dorés dans ses cheveux. Elle pouvait sentir des siècles d'attente. L'attente qu'elle échouerait. L'attente que son passé définirait son avenir. Mais elle était là, entourée de gens qui avaient été témoins de son combat pour appartenir et qui avaient gagné. Edward se tenait à ses côtés, un bras autour de Sai. Il lui fit un signe de tête lorsqu'elle commença. « Nous avons lancé ce centre parce que nous croyions au pouvoir de rester. Mais aujourd'hui, nous sommes ici pour dire que la guérison mérite aussi des ailes. Pas seulement la permanence, mais la possibilité. » Les enfants dehors applaudirent et agitèrent leurs pancartes. Les équipes de médias filmaient depuis la rue, mais Edward gardait son regard sur les familles qui attendaient derrière eux. Des gens qui s'étaient présentés parce qu'ils voulaient voir quelque chose de réel. Plus tard, après avoir salué les dignitaires et répondu aux questions de la presse curieuse, Maya se promena derrière le bâtiment où des bénévoles accrochaient de nouvelles banderoles et organisaient des ateliers d'artisanat. Lorraine s'approcha avec un plateau de carrés au citron et d'eau en bouteille. Elle en tendit un à Maya et sourit sans s'imposer. « Ils sont bons », dit Maya, la bouche pleine. Lorraine rit doucement. « Sain, comme cet endroit ?» Maya marqua une pause, puis demanda « Veux-tu visiter les jardins ?» Elles se promenèrent sur un chemin bordé de rosiers en bourgeons et de jeunes arbres. Lorraine s'arrêta devant un jeune arbre planté en l'honneur d'Ethan et Ellie. Ses feuilles frémissaient dans une brise qui sentait le pollen et la possibilité. « Je l'ai planté, » dit Maya, « pour que quelqu'un qui se sent seul sache qu'il peut s'enraciner, même dans un sol dur. » Lorraine posa sa main sur la petite branche. « Tu as des racines profondes. » Cet après-midi-là, dans la salle communautaire, le personnel se réunissait pour la première session de formation sur le nouveau site. Angela se tenait devant, les accueillant avec chaleur.
Belle était assise à proximité, esquissant des plans de programme pendant que Joseph organisait les fournitures. Les locaux remplissaient les tables, curieux et pleins d'espoir. Edward entra discrètement et murmura à Maya « Tu as changé des milliers de vies. » Elle lui sourit. « On ne fait que commencer. » Plus tard, Maya et Belle se promenèrent dans l'aile inachevée où de futures salles de thérapie s'arquaient sous des pluies de lumière. Belle s'arrêta devant une fenêtre donnant sur la route. « Il y a tellement de routes là-dehors, » dit-elle doucement. « Avant, je pensais qu'aucune ne menait à un foyer. » Maya suivit son regard. « Un foyer, c'est plus que des murs. C'est ce que les gens construisent ensemble. » Belle hocha la tête. « Alors, je le construis. » Ce soir-là, Edward organisa un dîner modeste pour l'équipe centrale, y compris les enfants, sous des guirlandes de lumière scintillantes dans la cour principale. Des plats de légumes rôtis, de poulet aux herbes, de riz pilaf et un grand bol de fraises tranchées remplissaient la table. Ethan offrit un merci poli avant de passer le panier à pain. Ellie montra à un bénévole comment plier des serviettes en forme d'avion. Belle portait son carnet de croquis, mais participa à la fin à une narration, faisant rire tout le monde avec une reconstitution dramatique d'un échec scientifique à l'école. Edward leva son verre de limonade. À rester, à construire, à faire des racines plus profondes que la peur. Maya leva le sien, et à des ailes assez larges pour laisser les autres voler. Ils trinquèrent, scellant l'effort, l'empathie et la confiance mutuelle. Quand la plupart des invités se furent dispersés, Edward prit la main de Maya et la conduisit dehors vers les parterres de jardin. Les lucioles commençaient tout juste à s'élever. Il s'agenouilla, enfonça un doigt dans la terre et planta une fine racine de rose à côté du jeune arbre déjà là. Les deux tiges entrelacées à la base. « C'est notre promesse », dit-il doucement. Maya s'agenouilla à ses côtés. « Continuez à en prendre soin. » Il hocha la tête. « Chaque semaine, même quand c'est difficile. » Maya sourit, les larmes brillantes dans ses yeux. « Chaque semaine. » Ethan et Ellie sortirent avec une lampe de poche. Ils suivirent en silence, se tenant à leur côté, éclairant la nouvelle racine. « Maman, » murmura Ethan, « c'est trop cool. » Edward les regarda, puis Maya. « Merci, dit-il pas fort, mais clairement. » Ce soir-là, de retour dans la chambre d'amis, Maya s'arrêta à l'embrasure de la porte de la chambre des jumeaux. Elle observa Edward border Ellie. Elle le vit lisser doucement les cheveux d'Ethan avant d'éteindre la lumière. Elle entra dans le couloir et s'appuya contre le mur. Edward apparut à ses côtés. « Tu restes ?» Elle regarda dans l'embrasure sombre. « Je reste toujours. » Il hocha la tête. Elle posa sa tête sur son épaule. La lumière filtrait à travers les vitres teintées, une faible lueur d'une lampe dans la nursery. Les derniers murmures du crépuscule à travers les rideaux. Dehors, la nouvelle racine de rose reposait dans le sol, et au-dessus, le jeune arbre attendait, enraciné, grandissant ensemble. Tout commença par une lettre, anonyme, postée depuis une petite ville du nord de l'État de New York. Elle arriva dans une enveloppe blanche ordinaire adressée à Edward Hawthorne en encre noire. Pas d'adresse de retour, pas de signature, juste 5 mots glaçants imprimés soigneusement au centre de la page. Elle n'est pas celle que vous pensez. Edward la lut 2 fois avant de la plier soigneusement et de la glisser dans la poche de sa veste. Il n'en dit rien à Maya ce soir-là ni le lendemain, mais quelque chose dans son attitude changea. Juste assez pour que Maya, avec son sens aiguisé de l'attention, ressente une onde sous le calme. Ce n'était pas la première fois que des ombres les suivaient, mais celle-ci semblait intentionnelle, plus ciblée. Le lendemain matin, pendant que Maya supervisait les plus jeunes dans la salle d'art, Edward s'assit seul dans son bureau, fixant l'écran de son ordinateur portable. Un nom résonnait dans son esprit. Terence Marrero, un ancien partenaire d'affaires, le genre d'homme qui avait toujours envié le succès d'Edward et, plus dangereusement, méprisait son virage vers la philanthropie. Il avait envoyé des menaces voilées auparavant, principalement vides, mais celle-ci avait du venin. Edward ouvrit un navigateur sécurisé et commença à creuser. En quelques minutes, il trouva un article de blog sur un forum obscur. Il ne parlait pas explicitement de Maya, mais il s'en approchait dangereusement. Des mots comme « passé fabriqué » et « branding de la sympathie » attirèrent son attention. Il quitta le site, mais le mal était fait. Il regarda par la fenêtre. Maya marchait dans le jardin avec Belle, sa main légèrement posée sur l'épaule de la jeune femme. Elle riait de quelque chose, inconsciente. Il serra le poing. Ce soir-là, au dîner, il demanda « As-tu déjà utilisé un autre nom ?» Maya cligna des yeux. « Quoi ?» Avant Maya Williams. Légalement ou autrement? Elle posa sa fourchette. « Pourquoi me demandes-tu ça ?» Il hésita. « J'ai reçu une lettre, »
Elle suggérait que tu n'es peut-être pas totalement honnête. Maya se leva lentement. Tu y crois? Edward leva les yeux. Son visage trahissait un conflit, pas une certitude. Je te crois, vraiment, mais je devais demander. Sa voix était calme mais ferme. J'étais Maya Simmons jusqu'à mes 18 ans. Ensuite, j'ai pris le nom de famille de ma grand-mère Williams, parce que ma mère était partie et que mon père n'avait pas gagné le droit de me nommer. Edward hocha la tête, la honte lui montant au dos. Je suis désolée. Je n'ai pas honte de qui j'étais, continua Maya. Mais je suis en colère que quelqu'un pense pouvoir utiliser mon passé comme une arme. Plus tard, elle trouva Belle dans l'ancienne salle d'art. Elle lui tendit une copie de la lettre. Belle la lut. Quelqu'un a peur. De quoi? Demanda Maya. De ce qu'on a construit. Le lendemain, une nouvelle parut. Locale, brève. Un présentateur spéculant sur les vérifications d'antécédents et l'examen des donateurs. Ils affichèrent le visage de Maya à l'écran. Des mots comme « ascension mystérieuse » et « gardienne de jeunes en difficulté ». Maya éteignit la télévision. Elle ne tressaillit pas, mais elle ne dormit pas non plus cette nuit-là. Edward prit sa main dans le lit. « Je vais appeler les avocats. On va gérer ça. » Elle hocha la tête. On savait toujours que ça pouvait arriver, mais ce n'est pas juste. Non, mais c'est familier. 3 jours plus tard, Maya se tint devant tout le personnel. Les caméras avaient été interdites. C'était une affaire de famille. Je ne vais pas gaspiller d'énergie à justifier ma valeur, dit-elle, mais je protégerai cet espace. S'ils viennent pour moi, qu'ils viennent, mais ils n'auront pas le droit de détruire ce qu'on a construit. Angela se leva. Laisse-nous gérer la presse. Toi, occupe-toi de la mission. Joseph leva la main. On doublera la sécurité. Belle s'avança et tendit une photo à Maya. Un dessin, en réalité. Il montrait Maya tenant une lanterne dans un couloir sombre, avec de petites mains tendues vers elle depuis les ombres. « Continue d'avancer, » dit Belle. « On est juste derrière toi. » Cette nuit-là, Maya parcourut seule les couloirs du centre original. Elle s'arrêta à chaque porte, se souvenant des enfants, des crises, des triomphes, de ses propres peurs. Elle atteignit les marches de l'entrée juste au moment où Edward s'arrêta dans sa voiture. Il en sortit, tenant un dossier. Vérification d'antécédents, ancien dossier, tout ce que tu as soumis. C'est clean. Elle haussa un sourcil. Tu en doutais? Il secoua la tête. Je devais juste prouver au monde ce que je savais déjà. Elle s'avança vers lui. Et que sais-tu, Edward Hawthorne? Que ton passé te rend puissante, pas dangereuse. Ils se tinrent ensemble sur le porche, silencieux. Le vent agitait la banderole suspendue près de l'entrée. Elle disait, l'espoir vit ici. Maya la regarda, puis Edward. Rappelons-leur pourquoi. À l'intérieur, les lumières du centre brillaient dans la soirée comme un phare. Inébranlable, sans excuse, et à cet instant, Maya comprit. Les tempêtes ne viennent pas toujours pour détruire. Parfois, elles purifient l'air pour quelque chose d'encore plus fort. La première neige de l'hiver tomba doucement sur le domaine Hawthorne, givrant les branches et assourdissant le monde. La couverture blanche transforma les chemins familiers en toile vierge. Maya observait depuis la fenêtre de l'étage, une tasse fumante à la main, écoutant le silence. Elle trouvait du réconfort dans ce calme ce soir-là. La récente campagne de diffamation s'était apaisée. Les enquêtes officielles n'avaient trouvé aucun acte répréhensible. Les donateurs avaient réaffirmé leurs engagements. Et la couverture médiatique locale était passée de la suspicion à l'admiration. Pourtant, quelque chose d'irrésolu scintillait sous les lumières festives déjà suspendues autour du chêne. L'air froid portait le souvenir des menaces. Maya se demandait si la paix était méritée ou simplement accordée pour cette saison. Elle descendit les escaliers et trouva Edward dans le salon, débaillant des cartes de vœux. Sur la cheminée, des photos encadrées, des rires débordants, des explosions murales d'art, des enfants en cape. Chacune rappelait pourquoi ils avaient enduré les tempêtes. Il leva les yeux. « Je pensais que tu pourrais m'aider à sceller les enveloppes. » Maya sourit et s'installa à côté de lui. Il lui tendit une carte d'Ethan et Ellie. Des parents en bâtonnets, 3 arbres étiquetés « Espoir », 2 fils et 2 gribouillis souriants. « On t'aime !» Maya sentit quelque chose éclater dans sa poitrine, moins fragile cette fois. Quelque chose de résolu. Elle prit une profonde inspiration. Edward tendit la main par-dessus la table basse et effleura la sienne. « Comment vas-tu, vraiment ?» Maya fixa la carte. Elle sentit les bords du doute frémir. Mais le passé lui avait appris ceci. Honorer les cicatrices les rendait sacrées, pas faibles. « J'ai réfléchi, dit-elle doucement, à la lettre aux tempêtes. » Edward hocha la tête doucement. Maya continua. « Je ne veux peut-être pas effacer le passé. Je veux le marquer. » Il la regarda curieux. «
Créons un espace dans le centre, dit-elle. Une galerie dédiée non seulement aux histoires heureuses, mais aux ombres, aux blessures, à la survie, où les gens peuvent soumettre quelque chose dont ils sont fiers d'avoir surmonté. Edward haussa un sourcil, comme une salle de la résilience. Les yeux de Maya s'illuminèrent. Oui, pas cachés, mais honorés. Il hocha la tête. Je peux financer ça. On peut le concevoir ensemble. Au cours de la semaine suivante, Maya travailla avec Belle et des bénévoles de la communauté pour rassembler des pièces. Dessins, notes écrites, œuvres d'art apportées par des adolescents qui s'étaient autrefois tenus là où Belle s'était tenue. Une peinture représentait une figure masquée avec des fissures dorées s'échappant de l'intérieur. Une autre était un poème tapé sur du papier froissé. J'ai appris à me tenir debout à nouveau après avoir pensé que se tenir debout était un péché. Le jour de l'ouverture, ils libérèrent une aile du centre de Greenwich. Les bénévoles accrochèrent les expositions entre des guirlandes lumineuses chaleureuses. Une musique instrumentale douce jouait. Naomi, une adolescente autrefois en famille d'accueil, partagea son essai. Mon bras gauche et mon histoire. Famille, personnel, champion et presse locale arrivèrent. La salle brillait d'une révérence feutrée. Edward s'avança pour parler. Cet espace est notre déclaration que le traumatisme ne réduira pas les gens au silence. Il témoignera que les blessures, lorsqu'elles sont exprimées, deviennent des chemins, pas des prisons. Quelqu'un demanda aux jumeaux de parler. Ils se regardèrent, incertains. Ellie s'avança. « On a dessiné ces pierres, dit-il, tenant un petit récipient. Ethan ajouta, « Elles étaient dorées à l'intérieur mais fissurées. Alors on les a peintes en doré à nouveau. » Maya hocha la tête, la voix épaisse. C'est ce que fait le kintsugi. Il célèbre les fissures. Il nous rappelle que briser n'est pas moins, c'est de l'art. Les applaudissements résonnèrent dans la salle. Ensuite, Maya trouva Belle. Elle semblait petite, mais plus courageuse que jamais. « Je veux ajouter quelque chose de moi, » murmura Belle. « Un journal, juste après mon arrivée. » Maya la serra dans ses bras. « Merci. » À proximité, Lorraine et Edward se tenaient main dans la main. Maya se glissa entre eux. Lorraine écarta une flocon de neige des cheveux de Maya. « C'est magnifique. » Maya sourit. « Parce que ça porte la vérité. » Edward ajouta. « Et parce que tu n'as pas peur de la vérité. » Ce soir-là, autour de la table du dîner, la famille rit autour de jeux de société et de pain d'épices brûlés. Edward poursuivit Ellie autour du chêne avec une lampe de poche. Ethan lut à voix haute un vieux roman de mystère. L'inspecteur Joliffe prenant un café avec Miss Marple. Maya les observa. Le garçon qui pleurait autrefois à minuit, le garçon qui refusait de manger des petits pois et le poids des saisons derrière eux. Elle avait traversé des tempêtes, questionné son appartenance, affronté des accusations. Mais ceci, c'était l'endroit qu'elle avait construit avec ses mains et son cœur brisé. Pas parfait, mais vrai. Après que les garçons furent endormis, Edward trouva Maya près du feu. Il glissa une enveloppe sur la table basse. À l'intérieur, un petit bout de papier. Une invitation. Oratrice à la conférence des jeunes informés sur le traumatisme de l'État. Belle Harris. Les yeux de Maya se posèrent sur la chaise vide à côté d'elle. Elle savait ce que cela impliquait. Edward proposa doucement. « Partagerais-tu la scène avec elle ?» Elle s'arrêta, pensa aux tempêtes et à la lumière qui venait et restait. Elle se tourna vers lui et hocha la tête. « Bien sûr. » Il sourit, un soulagement se répandant comme une chaleur dans sa poitrine. Ils se penchèrent l'un vers l'autre. Dehors, la neige tombait régulièrement, une persistance douce. À l'intérieur, le feu crépitait, et Maya le sentit dans ses os. Guérir, ce n'était pas oublier les tempêtes. C'était recommencer en or. Le printemps s'épanouit dans le Connecticut comme une promesse au bord de l'éclosion. À la conférence des jeunes informés sur le traumatisme à Hartford, une grande salle bourdonnait d'anticipation. Des responsables gouvernementaux, des travailleurs sociaux, des conseillers, des enseignants et des jeunes de tout l'État se réunirent pour entendre des histoires non seulement de traumatisme, mais de transformation. Maya et Belle étaient assises côte à côte sur une scène en bois basse, devant des chaises pliantes et des lumières vives. Derrière elles, un écran géant affichait un oiseau doré se libérant de barreaux ombragés. La fresque que Belle avait peinte des mois plus tôt. Lorsqu'elles prirent place, le public se pencha en avant. Edward et Ethan étaient au premier rang, Ethan serrant son nouveau carnet de croquis, ouvert sur un dessin de 4 silhouettes, se tenant la main sous un lever de soleil. La modératrice les présenta. Maya Williams, cofondatrice du centre Hawthorne Williams, et Belle Harris, anciennement en famille d'accueil.
Leur histoire est celle de la résilience, de la loyauté et du pouvoir d'être vue. Elles commencèrent par raconter les premiers jours. L'arrivée de Belle au centre, sa méfiance, son refus de la thérapie. Maya, assise sur le côté, les observait avec des yeux humides. Quelques autres adolescents hochèrent la tête en signe de reconnaissance. Puis Belle prit la parole. Sa voix trembla au début. Je pensais que ma voix était le tonnerre avant la tempête. Dangereuse, toujours trop forte ou trop en colère. Et puis un jour, ils n'ont pas fui. Ils ne m'ont pas qualifié de volatile. Ils ont juste écouté. Maya ajouta, « La guérison ne se produit pas sur une scène ou dans des communiqués de presse. Elle se produit dans les moments silencieux où quelqu'un reste malgré la tempête. » Elles parlèrent pendant 20 minutes. Des questions suivirent. Comment former des gens qui ont vécu un traumatisme? Comment équilibrer structure et empathie? Quelle responsabilité maintient notre mission honnête? Maya répondit, « Parfois, nous valorisons la crédibilité émotionnelle plus que les diplômes. Non pas parce que les diplômes n'ont pas d'importance, mais parce que la vérité commence parfois avec les cicatrices que les gens choisissent de ne pas cacher. » Elle conclut, « Notre modèle n'est pas un programme, c'est une responsabilité. Se présenter même quand ils ne s'y attendent pas, rester même quand c'est gênant, et aider les jeunes à réécrire leurs histoires, pas à les effacer. » La salle se tut, puis les applaudissements commencèrent doucement mais régulièrement jusqu'à ce que les mains résonnent à travers les poutres du plafond. En coulisses, Edward serra Belle dans ses bras, puis se tourna vers Maya. « Tu as mené ça? Je n'ai fait que suivre. » Elle secoua la tête. « Tu as construit l'espace? C'est pourquoi nous avons pu mener. » Plus tard, lors d'une réception, Belle parla avec des étudiants, répondant à des questions sur l'art et la guérison. Maya observait depuis l'autre côté de la pièce avec fierté et calme. Elle pensa à leur première rencontre, incertaine, méfiante, en colère, et à tout ce qu'elle avait grandi grâce à cela. Edward s'approcha avec un verre de thé glacé. « Tu as appris à quelqu'un à voler ce soir. » Maya esquissa un sourire. Elle s'est appris toute seule. Je lui ai juste donné de l'espace. Il sourit et serra sa main. Alors que la foule commençait à s'éclaircir, une femme du public s'approcha. Dr. Iris Patel, professeure à l'école de travail social de Yale. Votre histoire est remarquable. Nous aimerions collaborer pour amener votre salle de la résilience sur notre campus pour former nos étudiants. Joseph et Angela la rejoignirent. Ils échangèrent des hochements de tête enthousiastes. Ce n'était pas une expansion sur papier. C'était une amplification de leurs valeurs. Leur petit centre résonnait désormais au-delà de ses murs physiques. Sur le chemin du retour dans la voiture d'Edward, le crépuscule colorait l'autoroute de rose. Ethan s'était endormi à l'arrière dès qu'ils avaient quitté la salle. Ellie était allongée à côté de lui, son carnet de croquis ouvert sur le siège entre eux, un dessin à moitié terminé, scintillant encore. Edward jeta un coup d'œil à Maya. « Change le monde. » Elle appuya sa tête contre le dossier. « Si assez de petites voix se joignent. »« Oui. » Edward posa doucement sa main sur la sienne. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Harold les accueillit à la porte. La maison brillait doucement sous les lumières du début de soirée. La neige avait fondu autour des sentiers, remplacés par des crocus frais perçant le sol humide. À l'étage, les jumeaux dormaient dans leur chambre, blottis sous des courtes pointes que Belle avait aidé à confectionner. Maya s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Le cadre contenait leur routine nocturne en murmures doux et rêves bien bordés. Elle entra doucement, posant sa main sur la tête d'Ethan. Au même moment, Edward ajusta la couverture d'Ellie et embrassa son front. Ils se reculèrent et se retrouvèrent dans le couloir. « On a fait ça », murmura Edward. « On continue de le faire », répondit Maya. Dehors, les oiseaux matinaux s'installaient dans les branches au bord du jardin. À l'intérieur, la guérison poursuivait une conversation sans fin. Un élan nourri par un courage collectif. Ils fermèrent la porte doucement, et pour la première fois depuis des années, Maya Williams dormit. Non pas parce qu'elle savait qu'elle se reposerait, mais parce qu'elle sentait enfin qu'elle appartenait. L'été était revenu, et avec lui, le domaine Hawthorne Williams scintillait sous un soleil doré de l'après-midi. Les jardins bourdonnaient d'abeilles. Les feuilles du chêne murmuraient au-dessus en arc d'eau. Aujourd'hui marquait le 2e anniversaire du premier jour de Maya, mais cela ressemblait plus à un foyer qu'à un souvenir. Dans la véranda, les enfants plaçaient des œuvres encadrées sur un long banc en bois. Dessins, poèmes, figures en argile, chacun étiqueté avec un nom et la date de sa guérison. En dessous reposaient les pierres dorées qu'Ethan et Eli avaient peintes il y a longtemps. Une nouvelle addition trônait au centre, la toile de Belle.
un oiseau brisant des cordes pour s'envoler, intitulé « Notre histoire et notre chant ». Maya guida un groupe d'adolescents à travers l'exposition. Lorsqu'ils atteignaient leur pièce, chacun partageait une courte réflexion. Une jeune fille récita un poème sur le fait d'être perdue dans l'obscurité, jusqu'à ce que quelqu'un s'asseye simplement à ses côtés. Un garçon partagea un dessin d'elle brisé avec les mots « Mais j'ai appris à flotter ». Edward observait depuis la fenêtre, les mains croisées sur la poitrine. Lorraine se tenait à ses côtés, observant également, tous deux absorbant ce qui était devenu plus qu'un centre, une mosaïque de survie. Maya sortit et les trouva sous le chêne. Les jumeaux poursuivaient des avions en papier au-dessus de leur tête. Edward lui offrit un siège sur le banc. « Regarde ça », dit-il, désignant l'exposition d'art. Elle suivit son regard et sentit un nœud de gratitude se resserrer dans sa poitrine. « C'est ce qu'on a construit », dit-elle doucement. « Un sanctuaire de vérité », ajouta Lorraine. Maya tendit la main vers celle de Lorraine et la serra légèrement. Sous la banderole qui disait « La guérison vit à travers l'étreinte », une petite foule se rassembla. Angela s'approcha, porte-bloc en main. Nous avons confirmé que le nouveau site ouvrira à Hartford cet automne et Yale a approuvé le programme de la salle de la résilience pour la formation des étudiants. Maya cligna des yeux. « Tu es sérieuse ?» Angela rayonna. « Nous planifions déjà et des écoles à travers l'État veulent reproduire votre modèle. » Edward s'avança. « Ce qui signifie qu'on aura besoin de plus de personnel de mentorat. Ça t'intéresserait de diriger ça, Maya ?» Elle expira et laissa ses yeux se poser sur les jumeaux qui tournoyaient plus près d'elle. J'adorerais, dit-elle, mais seulement si on garde nos valeurs intactes. Pas de raccourcis, pas de compromis. Il hocha la tête. Exactement. Ethan et Ellie s'arrêtèrent et coururent vers eux. Ethan grimpa sur les genoux de Maya et s'accrocha fort. Ellie pressa sa tête contre son flanc. Lorraine les observa et sourit à travers ses larmes. Tu as tout changé. Maya posa sa main sur la petite tête d'Ethan. Ils m'ont changé. Edward observa en silence. La lumière de la fin d'après-midi s'adoucit. Une voiture s'arrêta dans l'allée. Teresa, une ancienne jeune en famille d'accueil et maintenant stagiaire au centre, sauta dehors et se précipita vers eux. Elle portait 2 vélos attachés avec des rubans. « Des cadeaux », déclara-t-elle, « pour toi et Ethan, de la part des adolescents. » Ethan sauta des genoux de Maya, les yeux écarquillés. Edward et Teresa se débattirent avec les vélos pendant qu'Ellie encourageait. Quand ils furent prêts, Ethan prit le vélo rose plus petit. Maya, le jaune. Elle le hissa sur son siège, ajusta le casque avec une tendresse soigneuse, puis monta sur son vélo. Ils pédalèrent lentement à travers les sentiers du domaine. Edward tenait la main d'Ellie. Les feuilles au-dessus filtraient le soleil de fin de journée jusqu'à ce que la lumière danse à travers elles comme des confettis. Lorraine suivait avec Belle et Teresa. C'était grandiose, ordinaire, sacré. Au bord du jardin, ils s'arrêtèrent pour admirer la racine de rose et le jeune arbre niché côte à côte. Ils avaient grandi plus fort, une écorce plus épaisse, de nouvelles branches, des bourgeons prêts à éclore à nouveau. Les jumeaux descendirent et coururent devant pour chasser des papillons. Edward et Maya échangèrent un regard. « Tu penses que les tempêtes sont finies ?» demanda-t-il. Elle laissa le moment s'attarder. « Je ne sais pas, mais on a construit quelque chose que les tempêtes ne peuvent pas emporter. » Il l'embrassa doucement. « Alors, quoi qu'il arrive, on est prêt. » Plus tard, ils aidèrent à préparer le dîner. Poissons grillés, légumes du jardin, pain frais encore chaud. La table était pleine. Personnel, enfants, famille, bénévoles. La conversation tournait autour des nouveaux projets, des programmes d'été, des ateliers pour étudiants, des initiatives de sensibilisation pour les fêtes. Lorraine leva son verre. À rester, à construire des racines et à libérer des ailes. Ils trinquèrent. Quand la fête se calma au crépuscule, les jumeaux tirèrent Edward et Maya à l'étage pour leur montrer leur nouveau fort. Des couvertures jetées sur des chaises, des guirlandes lumineuses à l'intérieur, des livres empilés sur le sol. « On dort ici parfois », expliqua Ethan. Maya s'assit et les observa, 2 garçons autrefois vidés par la perte, maintenant riches de rire. Edward murmura « Merci ». Elle se pencha vers lui. « Remercie-toi ». Dehors, les lucioles commençaient à dériver en motifs qui semblaient accidentels et magnifiques. À l'intérieur, le phare brillait de la lumière chaude d'une lampe. Maya ferma les yeux, respirant le son de la paix. C'était la fin d'un chapitre, le début de tout le reste. Parce que la guérison n'est pas finale, elle est persistante, imparfaite et lumineuse. Et la lumière, elle demeure.